Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. Ce soir, nous avons avec nous Fred Lordino. Bonsoir Fred, comment ça va? Bonsoir tout le monde, bonsoir chroniqueuses et chroniqueurs, bonsoir à toi Mano et surtout bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous regardent pour ce rendez-vous maintenant qui commence à rassembler de plus en plus de Martiniquais. Et de Guadeloupéens. Et de Guadeloupéens. Et de Guyane. Et de Guyane. Alors, l'émission à vocation internationale, comme le tour de la Martinique en yole ronde, puisque c'est la fête, ce sont les vacances. J'invite donc tous les compatriotes à rester prudents, pas faire fou, consommer puis modération, pas faire des ordres, nous étions gentils, payer à petit. Vacances qui arrivaient, maman est arrivée, moi il marqué ni petit boin. Le monde quand même qui n'y go vite. Peut-être c'est maman là qui portait nous dans ces avions, mais quand même nous prenons précaution. On nous mettait comme nous bien pour nous passer un bon petit moment pendant le mois août là qu'à venir. Merci beaucoup Fred. Nous avons avec nous aussi le directeur de rédaction, c'est ça? C'est directeur de rédaction. Rédacteur en chef. Rédacteur en chef du journal Justice. Michel Branchi. Bonsoir Michel. Mais bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, c'est un rendez-vous hebdomadaire qui, à ce que je vois, je suis interpellé aussi un peu partout là où je passe, et qui semble être apprécié et attendu. Et on nous demande de ne pas changer. Eh oui. De ne pas changer. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est ça? Bon, c'est-à-dire que nous allons développer ça. Oui, bien sûr. Mais ce que les gens apprécient, c'est que même si on n'est pas d'accord, on maintient un niveau de courtoisie. J'appelle ça la courtoisie créole. Bon. Et puis, et aussi un certain niveau d'explication qui fait que nous essayons quand même à chaque fois d'aller un petit peu plus loin que le commentaire aura des pâquerettes de l'actualité. Bien. Merci beaucoup Michel. Nous avons avec nous ce soir le maire de la ville capitale, la ville de Fort-de-France, monsieur Didier Laguerre. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir Mano, bonsoir aux chroniqueuses et chroniqueurs et bonsoir aux téléspectatrices, téléspectateurs de Zouk TV, de l'émission Le Kiosque. Partout à travers le monde, on nous regarde. Oui, bien même sûr, sur Facebook, un petit peu partout. Voilà, on nous regarde en Guadeloupe, en Guyane, oui, à La Réunion, oui, mais partout, en fait, où l'émission est diffusée par les différents canaux. Merci, monsieur le maire. Et à côté de monsieur le maire, nous recevons Karine Thérèse. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Mano. Bonsoir, chers chroniqueurs. Bonsoir, chers Martiniquaises, chers Martiniquais et tous ceux qui nous regardent. Alors, Karine, quand tu parles de ton métier, tu dis tu es... Je suis pédicure-podologue. Voilà, tu es donc tu as un terme que tu utilises lorsque tu parles de toi, professionnel de santé. Professionnel de santé, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous propose le premier sujet, qui est un sujet triste. Hein. C'est la mort de M. Tony Delcham. Vous allez me dire ce que vous pensez de lui, si vous l'avez connu, si... Voilà, donc sa photo à l'antenne. Et j'ai une pensée pour Flo, c'est une chanteuse, c'est Flo Pétricien, parce qu'en fait tout le monde le connaît pour Tony Delcham, mais c'est Pétricien son nom, il est de Gand-Rivière. Donc une pensée aussi pour la famille de Flo du côté de Gand-Rivière. Alors, est-ce que vous l'avez connu? Qu'est-ce que vous pensez de Tony? Disons que je l'ai connu indirectement, parce que il a d'abord été, étant jeune, dans l'orchestre des Infidèles. Et j'ai un frère qui était, malheureusement, qui est décédé, Guy, mon jeune frère Guy, qui est dans le même orchestre que lui, avec d'autres amis. Et donc, ils ont pratiqué la musique ensemble, et puis après, ils se sont séparés, mais enfin, voilà. Donc, et puis, bon, en dehors de ça, j'ai eu l'occasion de le rencontrer surtout en tant que journaliste plutôt, et quelquefois de l'affronter en tant que journaliste du Naïf et de Antilla.
Mais ça nous a jamais empêché d'avoir cette estime réciproque. Voilà. Donc, C'était aussi un écrivain. Là, alors, c'est un écrivain qui, d'ailleurs, j'ai apporté là un hommage que j'ai trouvé sur Antilla, de Fondas Créole, un hommage de Raphaël Confiant, qui explique que c'est un écrivain, ce qu'on appelle la littérature populaire. Tu vois, autrement dit. c'est-à-dire facile à comprendre quand tu dis populaire, c'est facile à comprendre Voilà, par tout le monde. d'accès facile par le grand public. Bon, La peau farine, tous ces ouvrages connus, n'est-ce pas? Papa, accueille-moi, je viens mourir chez toi. Est-ce que je peux venir mourir à la maison? Voilà, bon, c'est l'histoire de la drogue. Hein, bon. Donc, il a abordé toute une série de sujets qui ont... Et ce que dit Confiant, c'est qu'il a permis à toute une série de catégories populaires d'aborder la lecture, alors que beaucoup de gens n'accédaient pas à la lecture. Bon, d'une manière générale, d'ailleurs, nous avons un problème, c'est que en Martinique, c'est comme la lecture de la presse. Hein? La lecture de la presse, il a fallu que Constantine apparaisse pour, d'une manière que nous avons d'ailleurs beaucoup critiquée, à justice, en mettant en avant les faits divers, et même, à un moment donné, les coups de coutelas. Et puis les chiens écrasés. Les chiens écrasés. Bon. Mais le côté positif, c'est que ça a donné à beaucoup de Martiniquais le réflexe d'acheter un journal Oui, et de tous lire. les jours. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, Et de lire. et de lire. Alors, monsieur le maire, vous venez de citer un titre qu'il a écrit. Vous avez lu ce livre? Absolument. Vous le connaissez, Tony? Oui, je connaissais Tony Delcham. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, d'échanger avec lui, de discuter avec lui. C'est un fin connaisseur de la société martiniquaise, des problèmes, des maux de la société. C'était quelqu'un d'une grande sensibilité, mais aussi d'une grande douceur, d'une grande gentillesse. Tu vas avoir des échanges et des contradictions avec Michel. Ça peut être un peu rugueux. Alors que non, Tony, c'était toujours très, très doux, avec beaucoup d'empathie. Et c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et donc je présente mes condoléances à sa famille. Et on perd quelques de plus dans notre société martiniquaise. C'est vrai que ça fait un moment qu'il était un peu en retrait du fait de sa maladie. Mais quand il était sur Antilla et qu'il venait, à l'époque j'étais au secrétariat du Parti progressiste martiniquais, et qu'il venait s'informer de ce qui se passe dans le parti, de nos points de vue, de nos orientations, et qu'on échangeait, c'était toujours avec beaucoup de bonheur que j'échangeais avec lui. C'était toujours très, très instructif et très enrichissant. Très bien, merci beaucoup. Fred, est-ce que tu as connu Toiture de Sainte-Marie? Il est de Grand-Rivière, donc vous étiez tout près. Oui, est-ce que tu l'as connu? Mon Maëlinor, bien sûr. C'est un personnage très connu. Et tout le monde a pensé, Zouk TV, tout le monde et nous avons adressé toutes condoléances pour toute famille, tous les pétriciens, pas oublier, non, c'était André Pétricien. Nous avons oublié ça. C'est sans monde qui arrivait faire passer pseudonyme pour nous, ça quittait assez fort. Et Tony Delcham, pour moi, ça m'a créé le pape de la littérature populaire antillaise. Et les Montépigènes, en logement bail, moi, t'ai lire assez vite, puisque ça t'est écrit de manière assez simple, faut dire. Mais là, moi, j'ai gardé Tibrin ces livres-là, puisque, bon, moi, il y en a deux dedans. Moi, il y a 20 livres que Tony écrit. Et si je peux permettre, moi, puisque ni jeune maman qui a écouté l'émission aussi, moi, jeune, mon qui n'y est en lit, il écrit le premier livre, c'est Ma Justice.
Le salopard, Xavier, le drame d'un émigré antillais, les larmes des autres, panique aux Antilles, tracé sans horizon, l'impuissant, la baba, coup de fait, la peau farine, papa, est-ce que je peux venir mourir à la maison? Man l'Hélène, chauve qui peut à Chelcher, femme d'héros, lycée Chelcher, Anton Robert, gros poil vie coupée, négropolitain et euro-black, Paris, il faut que tu saches, et dérive. C'est-à-dire que moi-même, t'es surpris, bon, dis ouais, comment y est, Tony Delcham t'a écrit tout ça, livre, je vais répéter, si bon, là, c'est autres les livres, mais il y a un lot de livres qui pas réédité. Et c'est là qu'il y a un travail à faire sur la littérature antillaise, où nous créons un fonds, et puis public, privé, pour voir comment nous avons viré éditer ces livres-là. Moi, je sais que, bon, moi aussi, ancienne génération, la presse m'a lu beaucoup, hein, les tablettes, support numérique, mais livre-là, c'est moi toujours attaché. À livre-là, on lit livre-là, au papier, c'est notre bagaille. Mais bon, moi, c'est l'ancienne génération. Mais il faut que c'était un monde qui était virer éditer ces livres-là. Et c'était un entrepreneur remarquable, hein, parce qu'il créait pas de maison d'édition, pas oublier ça. C'est-à-dire qu'il était qu'à vendre le livre lui-même. Et d'après ça, on comprend, il était qu'à réinvestir en partie l'argent pour écrire d'autres livres. Et c'était rédacteur en chef Antilla, il était qu'à fréquenter toute catégorie monde. Nous pas de temps en temps, nous étions qu'à frictionner contre nous, puisque bon, il était un petit manier nationaliste, un peu indépendantiste moi-même. Mais on peut dire ça, on peut dire Michel pour chez... Oui, je peux dire Michel parce que moi, Michel, c'est un monde moi-même taquiné, c'est bon. Il avait une certaine forme de nationalisme. C'était voilà, mais c'était un monde. Il était nationaliste. Oui, il était calé en l'eau et il tenait des points de vue aussi, de l'air très arrêté, même si c'était un monde qui était qu'à coûter ça, on t'a dit, qui était qu'à répondre nous toujours, et puis un petit voix très particulier. Voilà, et bien moi là, il faut que savent qu'il quittait là les livres là, faut nous lire et puis t'as nous encore venir de paix à son âme. C'est bien d'avoir cité les livres qu'il a écrits. Ça permettra aux gens de rechercher. Parce que j'ai beaucoup entendu parler effectivement de papa, je vais mourir à la maison, cette histoire de droit. Karine, est-ce que tu as connu, tu es plus jeune que nous tous là, est-ce que tu as connu Alors, je ne l'ai pas connu personnellement, malheureusement, mais c'est quelqu'un avec toutes les qualités que j'ai entendues là, que j'aurais aimé connaître. Je regrette fortement que l'on rende hommage à l'œuvre de nos compatriotes à leur décès et après leur décès. J'aurais bien aimé que dans l'inconscient collectif, qu'on rehausse un peu notre ego et puis le fait de nous porter les uns les autres en valeur pour que le travail des uns et des autres soit mieux reconnu déjà par nous-mêmes et puis à l'extérieur, puisque nous rayonnons, hein, nous n'avons pas conscience de ça, on en parlait tout à l'heure, mais nous avons un rayonnement, on nous observe aussi en Martinique. Donc je pense que là aussi, son œuvre, parce qu'à travers de ses œuvres, j'ai vu qu'il était particulièrement humaniste, il avait une perception de la société qui n'était pas décrite de manière classique, et donc il a pu témoigner à sa façon, de la façon dont les gens vivaient entre eux. Et ça aussi, il y avait un côté humain assez profond dans ses œuvres, donc je salue l'artiste. Très bien. Je pense assez proche. Et je veux rappeler aussi que chez les musiciens, c'est la même chose, c'est à leur mort qu'on les reconnaît. Mais les politiques aussi, hein, les journalistes aussi. Si tu veux savoir ce qu'on pense, tout le bien qu'on pense de toi, tu n'as qu'à mourir. Hein. Là, tu n'as jamais rien fait de mal, tu es un homme excellent, une femme excellente. Malheureusement, c'est vrai. Mais c'est quand les gens sont vivants qu'il faut les aimer. Tout à fait, tout à fait. Alors, la semaine dernière, dans le kiosque, Michel, qui est conseiller municipal, a parlé pas des impôts, mais de la ville de Fort-de-France et... Tu souris? Donc, monsieur le maire, est-ce que la situation est aussi catastrophique que ça à la ville de Fort-de-France? Est-ce que vous êtes sous la tutelle du préfet? Non, je vous demande, il n'avait pas dit que vous étiez sous la tutelle, hein, mais il a dit que la situation était extrêmement grave. La situation reste tendue. La situation financière de la ville de Fort-de-France reste tendue. Je rappelle simplement qu'en 2000,
En 2019, la ville accuse un déficit de 67 millions d'euros. Elle accuse une dette sociale de 50 millions d'euros et elle accuse une dette fournisseur de 20 millions d'euros. Aujourd'hui, on est en juillet 2024. La ville a voté son compte administratif avec un déficit de 11 millions d'euros. Elle a voté son budget primitif avec un déficit de 6 millions d'euros. Elle n'a plus que 1,5 million de dettes fournisseurs. Et l'ensemble de ces dettes sociales sont soit réglées, soit font l'objet d'une convention d'étalement sur 10 ans. Ces délais de paiement sont passés de 277 jours à 69 jours. La trésorerie moyenne de la ville après paiement de l'ensemble de ses obligations, au moment où je parle, est de 18 millions d'euros. Le besoin de trésorerie mensuelle de la ville est de 14 millions d'euros. Donc on n'est pas encore aux 2 mois d'avance. Mais la réalité, c'est que la situation de la ville, bien qu'encore déficitaire, bien qu'encore tendue et compliquée, sa situation financière, budgétaire s'améliore constamment. Il reste encore du travail à faire, c'est clair. D'ailleurs, on a terminé le premier contrat de redressement outre-mer avec tous nos objectifs atteints en masse salariale, en capacité d'autofinancement. Lorsque la ville a l'ensemble de ses recettes de fonctionnement, l'ensemble de ses dépenses de fonctionnement, eh bien, elle couvre le remboursement de ses emprunts, elle couvre le remboursement des intérêts des emprunts et elle dégage un résultat qui est positif. Michel Bouachi a participé à la séance du conseil municipal où on a adopté un compte administratif avec un résultat de la section de fonctionnement qui est excédentaire et un résultat de la section d'investissement qui est déficitaire. Donc oui, il reste encore du travail à faire, c'est clair, mais notre situation est en constante amélioration. Et on va continuer à travailler. On a un objectif de retour à l'équilibre budgétaire à l'exercice 2025 et cet objectif sera totalement atteint. Alors, pour parler de la Chambre régionale des comptes, avec qui j'ai eu une réunion hier, à partir du moment où le budget d'une collectivité est voté en déséquilibre, ce budget est transmis à la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes examine le budget, propose les mesures permettant le retour à l'équilibre et ensuite le préfet prend un arrêté qui arrête le budget. Et ensuite, Michel Bouachi participe à ces séances. Le maire et le conseil municipal peuvent prendre une décision modificative et exécuter son budget. Donc on est dans une mécanique normale, puisqu'on est parti en 2020 d'un déficit de 67 millions d'euros. Et chaque année, le budget est transmis à la Chambre. La Chambre propose, et comme elle n'est pas en mesure de proposer des mesures permettant un retour à l'équilibre sur un exercice, elle a proposé des mesures de retour à l'équilibre sur 5 exercices, 2020-2025. Elle a fait ses choix, elle a fait ses propositions, elle a fait des propositions. Des propositions, ça reste des propositions. Elle a proposé d'augmenter les impôts de 10 millions d'euros par an. Elle a proposé de réduire les effectifs de la ville de 300 agents sur un exercice et de demander au personnel de rembourser 4,7 millions par an du fait du régime indemnitaire des primes qui sont versées aux agents qui ne respectent plus la réglementation parce que le système a changé. Les primes sont justifiées, elles ne sont juste plus en conformité avec la réglementation. Donc j'ai fait d'autres choix. Très clairement, je l'ai dit en 2020, je le dis chaque année, j'ai fait d'autres choix pour arriver au retour à l'équilibre. Et chaque année, on peut constater que ce retour à l'équilibre, cette trajectoire se poursuit et on a régulièrement des séances de travail avec les instances de suivi des contrats de redressement outre-mer qui montrent qu'on est parfois même en avance sur nos prévisions et sur notre plan de vol. Donc j'entends plein de choses, j'entends que la ville est en faillite, j'entends que c'est le préfet qui ordonne les dépenses, etc. Bon, on est beaucoup dans l'imaginaire. La réalité, c'est que c'est le maire qui exécute le budget. La réalité, c'est que c'est le maire qui engage les dépenses et qui aussi recouvre les recettes et que c'est le maire qui fait voter le compte administratif et le budget primitif. Et que l'année prochaine encore, la Chambre elle est en train de travailler sur le budget primitif. Elle va proposer des mesures de correction. Je prends un exemple. On avait une dette vis-à-vis de la Caisse nationale d'allocation familiale qui ne s'appliquait qu'aux collectivités d'outre-mer de 17 millions d'euros. On m'a demandé de l'inscrire sur un seul exercice. J'ai refusé de le faire.
j'avais des instructions ministérielles qui me permettaient de l'inscrire différemment. La Chambre, chaque année, a dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'il faut... Hein. J'ai entendu beaucoup de choses. La dette était payée à 2,5 millions chaque année et on a payé la dernière échéance l'année dernière conformément au plan de redressement. Donc voilà, on poursuit notre travail. Alors c'est clair que ça a des conséquences sur l'ampleur et le niveau de service public. Notre objectif, c'est de ne pas réduire la qualité du service public, c'est de ne pas augmenter les tarifs des services municipaux, que ce soit le CERMAC, que ce soit la restauration scolaire, que ce soit les crèches, etc. C'est de ne pas augmenter les tarifs, mais de produire différemment le service public. Ça nous amène à des efforts de gestion, ça nous amène à des efforts de rationalisation et d'optimisation de nos dépenses. Ça amène des efforts du personnel, et j'en profite pour remercier les agents de la ville de Fort-de-France qui ont participé. Je rappelle, parce que je sais qu'on a la mémoire courte, donc je rappelle que lorsque, en 2020, lorsque le premier rapport de la Chambre régionale des comptes sort, l'ensemble des organisations syndicales proposent qu'on travaille ensemble, élus et organisations syndicales, pour construire ce plan de redressement, ce qui a été fait. Ils ont fait des propositions qui ont fait l'objet d'une charte et d'un protocole en février 2020 et qui nous a permis de mener à bien nos efforts. Et je conclurai sur ça. Je m'étais engagé auprès du personnel à ce que lorsque les choses s'améliorent, ce qui est le cas, eh bien, il y ait en quelque sorte un retour sur investissement vis-à-vis du personnel. C'est comme ça que cette année, nous avons budgété et décidé de mettre en place les tickets restaurants pour les agents de la collectivité foyalaise, qui était une vieille demande. On a voté au dernier conseil municipal la participation à la complémentaire santé et à la prévoyance, et donc on poursuit notre travail de redressement et en même temps de développement du service public. Vous avez pu assister au dernier festival culturel qui est toujours qui n'est pas encore terminé, qui est de très haute facture et qui pourtant nous permet d'avoir accès à des spectacles d'envergure internationale à des tarifs qui ne se pratiquent qu'à Fort-de-France et qu'en Martinique. Vous avez combien d'habitants à Fort-de-France, monsieur le maire? Près de 76 000 habitants. 76 000 habitants. Ça représente combien de communes de la Martinique rassemblées l'une à côté de l'autre? 76 000 habitants, c'est un peu plus de 20% de la population martiniquaise. Certains quartiers de Fort-de-France sont plus peuplés que certaines communes de la Martinique. Mais on a fait des choix aussi. On a fait des choix qu'on assume et qu'on porte et qu'on maintient, et qui nous obligent et qui nous imposent aussi un certain nombre de dépenses. Mais par rapport à une ville française du même nombre d'habitants, est-ce que vous avez le même financement de l'État? Non, on n'a pas les collectivités. Ça fait longtemps que je le dis. Ça a été démontré. Ça a même fait l'objet d'une décision du président de la République. Ça a fait l'objet d'une réforme portée par le comité des finances locales auquel je participe. Il y a un déséquilibre en termes de financement entre les collectivités outre-mer et les collectivités françaises. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour prendre en compte nos réalités, mais qui conduisent au final à un écart de financement qui est évalué à 200 millions d'euros par an pour l'ensemble des communes d'outre-mer. Okay. La correction qui a été portée à hauteur de 80 millions d'euros en moyenne. Mais quand j'ai beaucoup entendu ça, comparer la ville de Fort-de-France avec les collectivités de même strate en termes de ratio masse salariale par rapport au nombre d'habitants. Si vous retraitez la masse salariale de Fort-de-France en 2020 avec 2800 agents, aujourd'hui on est 2088, si vous retraitez la masse salariale sans les 40% et que vous la comparez à la masse salariale des collectivités de même strate sur le territoire français, ben vous vous rendez compte qu'on a une masse salariale qui est dans la moyenne des collectivités. On a une masse salariale, quand on avait fait l'étude par un cabinet extérieur, on a une masse salariale qui est comparable, c'est assez amusant, à la masse salariale, au ratio de la masse salariale de la ville du Havre. À l'époque, Édouard Philippe était Premier ministre et il m'avait fait signer, comme beaucoup de collectivités, les contrats Cahors, qui limitaient l'augmentation des dépenses des collectivités. Et on est dans les ratios. Simplement, on a des dépenses qui nous sont propres, on a des charges qui nous sont propres. Et moi, ce que je note, par exemple, pour l'avoir étudié, c'est que quand on regarde nos sources de financement pour les collectivités outre-mer, on intègre l'octroi de mer, qui est un impôt indirect. Et quand on compare
nos situations aux situations des communes de Seine-Saint-Denis, qui vivent les mêmes problématiques sociales que nous, qui vivent les mêmes tensions sociales que nous, qui vivent les mêmes sur-effectifs que dans l'outre-mer, mais ces collectivités de la Seine-Saint-Denis bénéficient d'un fonds de dotation, de péréquation des collectivités de Paris et du Grand Paris, les villes de Paris, régions, départements, etc. Et ça ne rentre pas dans leurs recettes, et donc ça ne diminue pas leur dotation de fonctionnement. On fait un petit tour de table rapidement sur ce que le maire a dit. On commence par Antoine. Mais oui, vous savez, d'ailleurs, mais votre France. Ah bon? Parce que, plus qu'ailleurs, tu veux dire? Oui, là, m'a écouté, M. Limé, Didier, que vous connaissez depuis longtemps, faire un tel plaidoyer pour montrer l'effort qu'il a fait pour redresser en situation comme catastrophique, m'obliger, en quelque part, ni anti-compassion bail. Mais, parce que il y a un charge qui est difficile. Il hérité d'une situation financière que nous peut dire catastrophique, qui traînait pendant des années. Que c'est mon nom qui était avant là, pas réglé. Bon, maintenant c'est lui qui est chargé là. Mais, on peut permettre, parce que je suivre ça aussi, hein, en tant que citoyen martiniquais, et puis je trouve que mon entrepreneur, qui a des domiciliés aussi en ville, donc en quelque part, mon contribuable, il faut y aller. Et ça m'a constaté, c'est que, au-delà des efforts que la ville a fait, il était encore chimère pour y faire. Oui. Oui. Mais attention, qui chimère. Et chimère, ça c'est point de vue personnel, moi. C'est quoi, il faut y entrer dans une négociation, et puis l'État français, pour une restructuration de dette. Et ça, oui, politiquement, oui, c'est ça, c'est-à-dire que endetté pour près de 70 ans. Oui, de la dette financière. La dette bancaire? La dette financière. La dette bancaire, elle est en décroissance. Oui, de combien? Elle est de 200, même pas 200 millions d'euros. Très bien. C'est quoi l'autofinancement annuel? L'autofinancement annuel de la ville est de l'ordre de, là, aujourd'hui, de l'ordre de 7-8 millions d'euros. Donc tu divises le montant et tu vois le nombre d'années. Non. Bon. Non, c'est pas comme ça. Ah bon? Non, c'est pas comme ça. Capacité dynamique de désendettement. Non, c'est pas comme ça. Ouais. C'est pas ta CAF. C'est pas ta CAF qui permet de calculer la durée de désendettement. C'est ta CAF brute. Oui. Et ma CAF nette est de 7-8 millions d'euros. Donc ma CAF brute est bien au-dessus de ça. Elle est de plus de 20 millions d'euros. Qu'on divise par combien? Ça fait 10. Ah bah oui. Mais ça fait 10, je suis dans les ratios, enfin pas loin. Je suis pas loin des ratios. Donc. Et c'est ça la réalité. Oui, la situation financière de la ville s'améliore. S'il y a une dette qu'il fallait restructurer, c'est ce qu'on a fait, c'est la dette sociale. Oui. C'est la dette sociale parce que il fallait la payer. Je te dis, il y en avait pour 50 millions d'euros. Et ça, il fallait le payer tout de suite. Le travail qui a été fait, c'est justement de l'étaler sur 10 ans. C'est le fruit d'une négociation avec l'État, accompagné par l'État, avec la sécurité sociale, avec la CNAF, avec la CNRACL, pour étaler cette dette sur 10 ans. Et on a mis tous les partenaires ensemble pour que chacun sache combien je dois à chaque personne. Pour que personne ne me réclame de le payer one shot, alors qu'il y a son voisin qu'il faut que je paye. Et donc, on a restructuré cette dette. Ce qui nous permet justement de retrouver de la marge de manœuvre. Là où on a des efforts à faire, on va retourner à l'équilibre, mais là on a des efforts à faire, c'est sur les délais de paiement des entreprises. Et ça, c'est pas un problème financier, ce n'est pas qu'un problème financier, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de process de gestion des factures, etc. Et c'est le travail qu'on a en train de faire. Mais si je regarde mon bagage, je recevrais des accords pour faire les contrats de ville, par exemple. Je passer des accords et puis des entreprises pour des marchés, je pas fait 20% ces marchés. Non, pas sur le contrat de ville, non. Oui. Des opérations pour la ville que je confie à la SOAM, par exemple. Et il passait des marchés et puis des entreprises. Et puis, il a dit, nous pas ni l'argent pour faire. Moi, je peux avoir des cas précis. Je peux rentrer dans le détail de la vie de certaines entreprises ici. Là, je regarde, par exemple, l'état parc floral. Le parc floral est nécessaire. Je vais aller régulièrement au marché. Je regarde pour une ville capitale, je suis bien surpris. Là, je regarde image de la ville. Enfin, mais il faut se connaître ça. Là, je vais au marché, puis c'est marchand là. Il y a monté en papier où la ville a dit qu'il a passé indemnité à payer pour 6 mètres carrés, il était à 3 euros, il est passé à 10 euros. Donc, ça, c'est que pour moi, ce n'est pas un sens de la politique ville là pour aller. Parce que si on voulait faire véritablement développer l'autosuffisance alimentaire et que le monde manger
produit pays, quand le grand MCZ a été fait, il faut que tu basses mon facilité pour venir vendre produit. Or, l'on a regardé l'état marché après. Le marché Marc-Rancé, puis derrière, le marché du Boc Floral. L'application tombée, l'on a regardé comment ça est là. C'est un bagage qui correspond en ville, dans mon avis, au 21e siècle. Ça on a quand même beaucoup de sujets. Ça m'a dit, monsieur, il faut nous profiter de la présence, monsieur lui-même. Parce que, au-delà, non, pas surtout pas. Surtout pas, tout à l'heure, nous parlé d'ici. Je vais te répondre sur le Port Floral. Tu vois le bâtiment du Port Floral, quand on parle de gestion, on parle de rigueur de gestion. Le coût du chantier, c'est 5 millions d'euros. On a déjà fait 6 millions d'euros de travaux. Tu vois le bâtiment? Il faut finir le bâtiment. Et aujourd'hui, on me demande 10 millions pour finir le bâtiment. Je résilie les marchés, je recommence. Je ne vais pas les mettre 10 millions. C'est ça, mais je ne vais pas les mettre 10 millions. Mais les entreprises qui passent, sans qu'on fait d'ici, les entreprises n'ont pas chez marché bio. Qui sont radio. Les entreprises n'ont pas chez marché bio. C'est la maîtrise d'œuvre. C'est la maîtrise d'œuvre qui reconsulte des entreprises et qui me demande 10 millions pour finir le bâtiment. Mais c'est mon nom qui était déjà marché pour construire la mission qui sont radio. Leur marché est terminé. Donc voilà. Leur marché est terminé. Bon. Donc ça m'a dit, M. Limer. Autant, moi, je peux saluer l'effort là, moi, je ne peux pas partager la méthode là, et moi, je peux prendre le pari et puis, qu'en 2025, je peux virer l'équilibre. Je peux pas que si vous voulez nous rapprendre ici, en 2025, je ne peux pas présenter un compte administratif équilibré. Alors là, mon gars. Donc, oui, mon gars, je vais rapprendre un tour là. Mais nous, Michel, est-ce que tu es d'accord? Dis, je vais choisir. Pas de problème. Alors, est-ce que tu es d'accord pour que 2025, la ville sera de retour en équilibre? Bon, alors, ce qu'a dit le maire de Fort-de-France, en gros, qu'on est parti d'un déficit de 67 millions d'euros en 2019 et on est aux alentours de 11,5 millions à l'heure actuelle, effectivement. Ça a été fait au prix d'un effort considérable. Mais ça a été au prix d'un effort où il a fallu serrer les dépenses. Bon, le problème, c'est quoi? Quand vous avez un déficit, c'est quand vous dépensez plus que vos recettes. Donc, ou bien vous augmentez vos recettes. Bon, ce qui se fait en augmentant notamment les impôts. Bon, ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait de... Par les taux, M. Limer, mais en volume, parce qu'ici, il y a plus l'agence. Parce qu'on augmente la base. Oui, mais ça a augmenté. On augmente la base parce qu'on fait de la justice. Mais on n'a pas payé plus l'impôt. Michel finir aussi. Ça qui peut payer l'impôt, laissez Michel finir aussi. Augmenter la base, c'est augmenter le... Je ne veux pas transformer l'émission en conseil municipal. Tout à fait. Moi, je me contente d'observation de manière très, très light. Bon, mais ceci dit, ou bien vous augmentez les impôts, et dans les impôts, il y a les impôts directs avec les taux, ou bien vous augmentez l'assiette. Ce qui a été fait, c'est qu'on a augmenté l'assiette. Bon, la base. Autrement dit, il y a plus de gens qui payent, des gens qui normalement doivent payer, qui payent. On n'a pas augmenté les taux, pourquoi? Les taux étaient déjà à des niveaux élevés. Quand vous parlez d'augmenter la base pour que les gens nous comprennent bien, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui avait une maison sur des... C'est-à-dire que Mano aurait dû payer des impôts pour son bâtiment. Non, il aurait dû payer des impôts pour son bâtiment, mais il ne paye pas les impôts qu'il aurait dû payer pour son bâtiment. On fait les contrôles et donc on élargit la base en l'amenant à payer les impôts qu'il doit payer. Voilà. Donc c'est de la justice fiscale. C'est faire en sorte que l'impôt ne repèse pas sur un petit nombre, mais que chacun qui devrait payer l'impôt le paye. Et donc on augmente la recette. Je suis membre de cette commission, la CCID, qui examine à partir de rapports très sérieux qui sont faits par les agents de la ville et par le cadastre aussi. Bon, donc on examine immeuble par immeuble. Tu as construit une piscine et tu ne l'as pas déclaré, bon, ben tu changes de catégorie, on te fait payer plus. Tu as transformé un balcon en chambre que tu loues. En plus, on te fait payer. Tu as comblé les pilotis et tu as fait 3 appartements, on te fait payer pour les 3 appartements. Je ne suis pas comme le RN qui promet de ne pas payer d'impôts. J'espère que ce n'est pas que pour les impôts, que tu n'es pas comme le RN. Je suis pour la justice fiscale. Je pense qu'il faut que chacun paye à hauteur de ses
capacité. Bien. Bon, c'est ça la justice sociale. C'est être communiste d'ailleurs. C'est ça, on se retrouve. Bon. Maintenant, puis, la deuxième catégorie d'impôt, Oui, par Michel. contre, qui a augmenté, c'est l'octroi de mer. Bon, l'octroi de mer, pour la ville de Fort-de-France, c'est 40-45 millions. En recette. En recette. Bon, 40-45 millions. Bon, ça a augmenté de 22% en quelques années. Bon, en 10 ans. Bon. Ça, c'est lié. Alors, c'est lié. Donc, lorsque l'Europe dit qu'il faut supprimer l'octroi de mer, ça va sucrer ces 45 millions Mais à exactement. la ville de Fort-de-France. Mais ça veut dire que là. Non, mais c'est beaucoup que les gens entendent ça, quoi. Parce Ça qu'il y a veut des dire gens qu'on qui va le disent... remplacer par une dotation qui va faire 45, 40, 35, 30. Tu as anticipé ce que j'allais dire, non seulement l'Europe, mais le Rassemblement national, Oui. sous prétexte que l'octroi de mer serait la cause de la vie chère. La seule cause de la vie chère. Bon. Alors, et puis deuxièmement, il faut diminuer les dépenses. Alors là, on a demandé à la ville de ne pas recruter, on a limité le recrutement. Et grosso modo, en gros, la ville n'a pas remplacé les gens qui partaient à la retraite. OK? Bon. Alors, et puis, le plus dur reste à faire. Le plus dur. Ok. Le plus dur. C'est les dépenses courantes. Les dépenses courantes. Mais oui. Donc, le train de vie de la municipalité. Et c'est en ce sens que j'ai des craintes concernant la possibilité de retour à l'équilibre en 2025. Bon. Donc, je ne vais pas aller plus loin. OK. Je ne vais pas aller plus loin. Bon. Mais nous sommes d'accord qu'il faut redresser la ville de Fort-de-France, nous, l'opposition. La seule chose avec laquelle je suis en désaccord, il ne nous dit pas le déficit de 67 millions, il n'est pas venu comme ça. D'où vient-il? Ah, bon. Et c'est là qu'il y a un problème à la fois de gestion pendant les 10 années qui ont précédé, parce qu'il y a eu d'autres rapports de la Chambre régionale des comptes qui attiraient l'attention et qui disaient qu'on allait à la catastrophe et dont on n'a pas tenu compte. Okay? Et puis, il y a effectivement aussi, parce que nous sommes un pays colonial, la politique colonialiste du gouvernement français qui consiste à serrer la vis, non seulement à Fort-de-France, mais à toutes les collectivités d'outre-mer, et qui a été dénoncée par un rapport remarquable de M. Patient. Rapport Patient Cazeneuve. Exactement. Sur le financement des collectivités Patient C'est le sénateur qui a guyanais. aussi été dénoncé par le rapport de la sacro-sainte Cour des comptes sur les incuries de l'État en matière de financement Non, mais des monsieur, collectivités outre-mer. Mais en tout cas, on peut prouver avec des chiffres aujourd'hui que les dotations de l'État ne baissent pas, contrairement. Si on prend le chiffre là, aujourd'hui, là, en 2024, par rapport à la période de Hollande, depuis 2017, où il y a eu une stabilisation, depuis 2018, le montant des dotations versées aux collectivités publiques martiniquaises augmente globalement. Sauf qu'il augmente moins que le montant des dotations versées aux collectivités de France. Et c'est là l'inégalité. Le truc, c'est pas que ça augmente. Si ça augmente moins vite ici qu'à Paris, il y a un problème. Et pas de manière significative par rapport à l'inflation. D'autant plus que la France, le gouvernement français a tendance à déléguer des responsabilités aux collectivités sans leur donner les moyens financiers d'assumer ces responsabilités-là. Bon. Comment? Lesquelles? Alors, laissons Michel finir et après je passe à alors, parole. je termine sur un point. C'est les communautés. C'est pas une collectivité locale. C'est un établissement public. Michel, Qui finance? alors, Michel dans sa sagesse, Michel dans sa grande sagesse dit faut pas transformer l'émission en conseil municipal. Donc écoutons Michel qui termine, elle va dire. Alors je termine sur sur un point quand même. Oui. Concernant les collectivités, et il y a des rapports depuis 2-3 ans de l'Agence française de développement, qui est le principal, qui est devenu d'ailleurs au fil du temps, qui a remplacé les banques commerciales, qui est devenu le principal bailleur des collectivités. Bon, l'Agence française de développement, c'est une agence d'État. C'est une banque d'État. Bon, et qui accorde des prêts à des taux relativement favorables, bon, mais qui est aussi, son point de vue, c'est la capacité, la CAF, la capacité d'autofinancement. C'est-à-dire, est-ce que tu dégages plus
par rapport de recettes, par rapport à tes dépenses de fonctionnement. C'est leur boussole, parce que c'est une banque. Même si c'est d'État, c'est une banque. Et par conséquent, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, eh bien, qu'ils reconnaissent qu'on a baissé les dotations des collectivités d'outre-mer. Ils disent que les collectivités d'outre-mer s'en tirent grâce à l'octroi de mer. Et oui. Et qu'est-ce qu'ils disent en plus? Ils disent que la plupart des collectivités s'en tirent, pas Fort-de-France, mais que la plupart des collectivités en Martinique, parce qu'elles ont augmenté les impôts. Pas Fort-de-France, oui. Pas Fort-de-France. D'accord. Bon, par conséquent, Oui, c'est vrai. il y a un combat à mener. Il y a un combat. Je suis dans la ligne de mon parti. Il faut d'abord, si nous voulons gérer la Martinique, obtenir la confiance des Martiniquais, pour gérer la Martinique, il faut que les collectivités que nous gérons soient gérées avec rigueur. C'est en ce sens que j'étais d'accord avec Alfred Marie-Jean. Bien. Bon. Et puis deuxièmement, il nous faut absolument, si on veut avoir la confiance des Martiniquais, eh bien, il nous faut absolument faire en sorte que nous donnions aux Martiniquais une éducation financière pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas promettre n'importe quoi aux élections. On ne peut pas faire 247 propositions non financées pour gagner les élections territoriales. Bien. Alors, Karine, sur tout ce suis que tu as entendu là. Je suis parfaitement d'accord avec lui sur notre capacité à discerner le vrai du faux dans le discours politique. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que nous ayons la nécessité d'établir une justice fiscale, parce qu'il y a trop d'inégalités et d'injustices en Martinique. Et c'est ce qui tue notre société, en fait. C'est ce qui tue notre société. Et quand on regarde bien, ce sont toujours les mêmes sur lesquels, que l'on presse comme des citrons pour éponger la nécessité de financer la société. Donc, mais ça, c'est le propre de la France. Mais la France ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de l'outre-mer dans bien des cas. Nous avons une zone économique exclusive qui rapporte beaucoup d'argent à la France. Nos littoraux dans tout l'outre-mer représentent 96% des côtes de la surface côtière de toute la France. Donc je pense que si nous étions une charge pour l'État français, ça fait longtemps qu'on ne serait plus français. Il n'y a qu'à voir la façon dont ils se sont appropriés Mayotte. Ils savent très bien que l'île de Mayotte est dans un état lamentable. Il y a eu un référendum aux Comores. Oui. C'est la population de Mayotte qui a choisi de rester française, ma chère. Tout à fait. Mais la France n'aurait pas. Chantage. Mais quand même. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. La position de Mayotte est particulièrement stratégique, surtout à cet endroit-là. Donc le référendum n'était pas valable en 71, alors il a été reconnu par l'ONU. Mais ce n'est pas qu'une question de validité administrative, c'est une question de stratégie géopolitique. D'accord. Donc les gens voulaient rester français, mais il fallait leur dire non, vous ne pouvez pas rester français. Pas tous. Je pense que c'est prendre des raccourcis un petit peu. Pas tous. Qu'est-ce qui s'est passé aux Comores en 71? Il y a bien eu un référendum pour l'indépendance des Comores. L'île de Mayotte faisait partie de l'ensemble des Comores. Et les autres îles ont choisi l'indépendance. Donc, il n'y a pas de souci, il y a maintenant un État indépendant des Comores et Mayotte a décidé de rester française. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une immigration massive des gens qui viennent des Comores à Mayotte. Ce qui fait que le Front National fait des scores remarquables aujourd'hui à Mayotte. Mais ce n'était pas l'objet du propos, mais on peut en discuter. Non, mais ce sont les Maoris qui ont choisi. On dit la France, parce que tout à l'heure, j'ai cru comprendre que la France ne prenait pas ses responsabilités. Enfin, j'ai peut-être mal compris. Mais, non, c'est ça. Mais je pense surtout qu'il y a eu un référendum et que les Maoris ont choisi de rester français. Je pense que la France ne finance pas suffisamment. Les référendums dans les colonies sont toujours utilisés, notamment à l'Algérie, par exemple. Bon, l'Algérie sont toujours utilisés comme un moyen de chantage. Je pense à l'Algérie, je pense à la Guinée de Sékou Touré, et je pense à la Nouvelle-Calédonie. Et je pense au référendum. Tu penses peut-être à la Nouvelle-Calédonie. Il pense peut-être au référendum reconnu par l'ONU en Nouvelle-Calédonie. Bon, en tout cas, la menace qui est sous-jacente, si vous ne votez pas oui, eh bien on va vous laisser tomber
ce sera la misère. Bien. C'est ça le chantage. Alors, on va passer à un autre sujet, si vous permettez, sur ça. C'est un sujet un petit peu délicat. L'abbé Pierre qui a été accusé de violence sexuelle. Alors, je ne sais pas si vous avez eu cette nouvelle-là. Le rapport révèle que l'abbé Pierre aurait abusé d'au moins 7 femmes entre les années 70 à 2005. Et il est mort, je crois, en 2007. Il est mort en 2007, je crois, ce brave homme. Donc, c'est une nouvelle étrange, ça m'a beaucoup étonné, même si ce n'était pas dans le sommaire, je me suis dit, on va dire 2 mots là-dessus. Parce que là, c'est pas seulement balance ton port, c'est quand même quelqu'un qui avait... C'est l'abbé Pierre, quoi. On a une grande admiration pour cet homme-là. Enfin, je sais pas, hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelqu'un qui portait un combat contre les inégalités, contre le mal logement, qui portait des valeurs manifestement humanistes, mais qui manifestement C'était un communiste en robe. Je ne sais pas s'il était communiste, mais manifestement, il avait aussi des travers importants. Et ce qui est interpellant, c'est le temps, et c'est là qu'il se sort aussi qu'il faut qu'on s'interroge, le temps qu'il faut aux femmes qui sont victimes de ces agressions-là pour pouvoir libérer cette parole-là. Et ça jette un trouble. Alors, évidemment, il est supposé innocent, etc. Mais ça jette un trouble sur la personne, sur le personnage. Et en quelque part, ça jette un trouble sur le symbole qu'il représentait. Ça n'empêche qu'il a porté des combats pour les gens qui étaient mal logés, qu'il a porté des combats qu'il fallait mener. Mais maintenant, Mais il est mort. Il est mort peut-être, oui. mais il a quand même 2005, il est mort en 2007, il n'est pas mort à 25 ans. Hein. Ça veut dire que jusqu'au bout, il oui, c'est ce que je veux dire. est supposé avoir eu ses attouchements et ses agressions sexuelles. Ça a duré 35 ans, en fait. C'est un vrai problème, quoi. Oui. Ce qui comment dirais-je, m'amène à prendre ça au sérieux, c'est que c'est un rapport interne à Emmaüs. C'est Emmaüs International, auquel faisait partie la Emmaüs de France, qui a diligenté une enquête, qui a interrogé des femmes, et qui a, une enquête extérieure, en plus, avec un cabinet extérieur. Hein. Un cabinet extérieur. Donc, objectif. Donc, par conséquent, c'est ça qui est... C'est pas simplement des déclarations de gens, parce que ça arrive, hein. Oui. Ça arrive. Quand tu deviens célèbre, connu, brusquement, 20 ans après, on te dit, ah, monsieur, Là, tu penses à départ Dieu en disant ça? Bon, en tout cas, le fait est, c'est que le rapport paraît sérieux. Le rapport concernant les pratiques de l'abbé Pierre paraît sérieux. Mais c'est vrai que c'était aussi un type qui apportait un idéal de justice sociale pendant des années, notamment sur la question du logement. Sur la question du logement, avec beaucoup de constance. Alors je pense qu'il faut peut-être saluer ses actions, mais ne pas dissocier l'homme non plus des crimes qui ont été commis, parce que c'est souvent l'erreur que l'on fait. On décrédibilise les victimes quand on se concentre sur les bonnes actions des personnes qui peuvent commettre ce genre d'actes. Et ça rajoute de la souffrance aux victimes. Donc, dans bien des cas, comme dans l'affaire Depardieu, je ne sais pas si ça va être avéré concernant l'abbé Pierre, mais concernant Gérard Depardieu, Epstein et les autres, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'homme du crime et qu'il faut arrêter de trouver des circonstances atténuantes à ces criminels-là. Ben, il n'y en a pas. Oui. En fait. Oui. Comment ? Il n'y en a pas. C'est pas parce qu'il non, je ne parle pas autour de la table. Non, mais je dis, c'est pas parce qu'il a fait des trucs quand on regarde le comportement d'Emmanuel Macron. Non. Quand on regarde la défense que Emmanuel Macron a portée pour Gérard Depardieu, quand on a su, je suis désolée, j'ai été indignée. Moi, je pense que chaque cas est un cas d'espèce.
Oui. Oui, mais on ne peut alors, pas dissocier elle a raison, l'homme tu peux du pas, criminel. ce qu'il a fait de bien ne peut pas je suis atténuer ce désolée. qu'il a fait de mal. Absolument. C'est l'inverse. Ce qu'il a fait de mal atténue ce qu'il a fait de bien. Absolument. Il faut respecter ça aussi et respecter les victimes ça aussi. ternit ce qu'il a fait de bien. Oui, C'est Fred. ça, et c'est ça qui est dommage parce qu'il a fait des trucs bien. Fred. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu entend tout. Il a sorti son joker. Si Jésus-Christ et puis Saint-Pierre jugeaient l'âme de l'abbé Pierre pour faire entrer au paradis, et mais il est tiré, il est mis en enfer. Mais c'est Puisque c'est déjà le cas. ça. Il sait tout, il voit tout. Donc ils savent ça. Donc ils savent ça. Donc il y en a fait. Donc il y en a fait. Et je pense que quand on nous dit ça l'abbé Pierre fait, moi je me rappelle c'est pourquoi je m'aime pas savoir comment Saint-Pierre qui est jugé dans moi vieux. Donc peut-être que peut dire il fait une de bêtises mais mettez là quand même quittez entre ben chance de entrer au paradis. Attends, quittez pas trop chaud communiste là. Donc ça m'a les doux. L'abbé Pierre c'est un roi, il pas de communiste. Donc ça m'a les doux c'est que à qui profite le crime? Toutes les violences sont condamnables. Celle bataille comme qu'a posé comme question, ça qu'a venu faire dans le contexte politique, social à la présent. Est-ce que pas une forme aussi de détourner l'attention monde? Moi qu'a dit ça, moi pas grand grec, moi pas bien connaître, mais moi qu'a trouvé que sujet à la qu'a venu à point nommé pour détourner l'attention monde en l'air des sujets qui pour moi que la France pour affronter là à dans période Cavidian qui est plus délicat. Et bon, ça m'a regretté c'est que parole c'est madame Tala, il prend tout sa temps pour venir. Alors peut-être que la t'es mature en disant Koyo qu'un contexte favorable, mais ça m'a dit c'est que parole t'a faut qu'il dit assez vite. Faut qu'on a trouvé l'accompagnement, les ressources intérieures. Il n'y a pas de mode opératoire idéal quand on est victime pour s'exprimer. C'est ça, il y a des gens qui sont victimes d'inceste en Martinique qui n'en parlent jamais. Il y a des gens qui... j'ai l'exemple de personnes qui ont verbalisé l'inceste une fois que la personne était décédée. C'était quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un qui est décédé centenaire. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'on ne peut pas en vouloir aux victimes. Il n'y a pas de façon idéale parce que déjà, en plus de ça, quand on est victime, on peut aller à la gendarmerie, puis la gendarmerie refuse de prendre une plainte ou refuse de donner suite. Donc, il y a un statut de victime qui est à respecter et on ne peut pas faire de généralité dans ce genre de cas-là. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre à la place des personnes qui souffrent pour s'en rendre compte. Bien, alors, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale a été réélue cet après-midi. Grégory, si tu peux nous lancer ça, le petit sujet qu'il y a sur ça, s'il te plaît. Nombre de votants, 572. Bulletins blancs ou nuls, 3. Suffrages exprimés, 569. Ont obtenu Madame Yaël Braun-Pivet, 220 voix. Monsieur André Chassaigne, 207 voix. Monsieur Sébastien Chenu, 141 voix. 141 voix. Autre, une voix. Madame Yaël Braun-Pivet, ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Voilà.
Donc, est-ce que ce vote vous a surpris par le résultat du vote? Parce que tout le monde pouvait penser que ce serait le communiste qui serait passé. Non, Enfin, non. Ce qui est... Ma première réaction, c'est que quand même, d'abord, le nouveau Front populaire a fait preuve d'unité et qu'il a dépassé, André Chassaigne a dépassé le nombre de voix du nombre de députés Front populaire. Donc, ça veut dire simplement que le nouveau Front populaire a réussi à démontrer, pour la suite des événements, qu'il est capable de rallier à lui d'autres personnes. La deuxième chose, la deuxième observation, c'est que, manifestement, les Républicains ont déjà commencé à se rapprocher de la Macronie. Et vice-versa. Bon. Et que ça nous montre vers quoi Macron est en train de manœuvrer. Donc, mais il a dit qu'on lui a volé sa victoire, hein? Ouais. Le André Chassaigne, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que ce rapprochement entre les Républicains et... Alors, d'abord, le maintien du Rassemblement national au troisième tour, premièrement. OK? Et le fait que... En fait, il y a eu des manœuvres. Mais Michel, Il y a eu des conciliables. entre les deux tours de l'élection législative, il y a eu des manœuvres aussi. Hein? Il y a eu Non, des non, choses bizarres. je parle des manœuvres qu'il y a eu lieu entre la Macronie et les Républicains. Mais ça, Fred va nous dire ce qu'il en pense. En tout cas, et ça montre que vers quoi veut s'orienter Macron. Il va laisser passer probablement les Jeux Olympiques. Il va faire qu'Attal règle les affaires courantes et il va faire en sorte que présenter un nouveau gouvernement probablement au mois de septembre. Bon. En tout cas, le fait c'est que c'est dans cette direction que s'oriente Macron. Voilà. Bien. Il est certain qu'il appartient au nouveau Front populaire de faire le contraire. Fred, qu'est-ce que tu penses de cette élection? Résultat serré. Mon bon pivet gagné et puis mon quoi, 13 voix d'écart. Mais ça était prévisible. C'est-à-dire que tout le monde en sait que le scrutin était serré à partir du moment où le Rassemblement national dit m'arbitre. On ne va pas participer. Et il y a des gens qui essayaient de faire des coalitions. Ça qui est surprenant, c'est que en mélanchoniste comme Michel, pas qu'à comprendre. Je ne suis pas un mélanchoniste. Ah, pas Je suis communiste. Ou pas mal. Je ne suis. Je te réponds. Je suis pour la clarté en politique. Je suis communiste martiniquais. Les deux mots. Je suis communiste et martiniquais. Bien. Très Alors, bien. continue. Donc, Communiste martiniquais. on est en Assemblée nationale qui n'y 11 groupes en Didaï. 11 groupes. Et personne pas ni la majorité absolue. Exact. Ça signifie qu'il faut chercher des alliés pour faire des coalitions. Le nouveau Front populaire, la NUPES bis, alors qu'il est, ils savent qu'ils n'ont pas assez de voix, ils cherchaient d'autres voix et ils arrivaient à ce score-là. Donc ça veut dire qu'ils cherchaient des députés du groupe Lyot, qui ni M. De Courson, qui sont beaucoup à droite en manière de gérer. Et pourtant, ils ont fait alliance et puis pour y attraper voix. Donc, l'autre groupe là, parce qu'il y a 3 grands groupes en disant Assemblée nationale là. Hein? Le pénis, mélanchoniste, macroniste. Donc, les macronistes cherchaient à faire alliance et ils ont trouvé un allié qui c'est les républicains, nouveau groupe là, qui fait que le nombre de voyous augmenté et c'est 577 députés qui votaient sans élection. Et 572. Oui, enfin, c'était ni 5 qui pas voté, mais au total, c'était 577 qui ont appelé à voter. Voilà, donc ni suffrage exprimé, ni bulletin nul aussi, mon quoi, ni des nuls. Yeah, ouais. Donc, mais tout le monde, donc c'est une élection démocratique qui fait à 3 tours.
Il y a 2 tours sur la majorité absolue, on va faire un 3e tour. Oui. Et les gens qui ne puissent voir, ça veut dire qu'il veut faire en coalition, il gagne. Moi, pas qu'à qui ça qui n'est pas démocratique en disant ça. Pour moi, c'est le résultat du vote des députés de l'Assemblée nationale française. Monsieur Alors, le je ne maire. suis pas vraiment d'accord, hein, moi. Mais D'accord, mais vas-y. Il te cède la parole, vas-y. Merci. Alors, premièrement, ce que les Français ont exprimé, excuse-moi. Ce que les Français ont exprimé durant le vote législatif, c'était la valorisation de la gauche et un changement de cap pour la politique du pays. Donc, quand on dit que c'est légitime que Madame Braun-Pivet soit élue, je ne suis pas du tout d'accord parce que, au vu de ses antécédents dans sa présidence de l'Assemblée nationale, la façon dont elle a traité la gauche, la façon dont elle empêchait aux gens de parler, elle coupait le micro, etc., quand des choses pertinentes mais gênantes pour la Macronie étaient évoquées, je trouve que c'est un coup de pied énorme pour le processus démocratique au regard de la population. Et en l'occurrence, je rappelle aux Français qu'on remet le pouvoir de décision aux députés et que c'est leur décision propre qui fait qu'il y a coalition ou pas. C'est pas la décision des Français. Donc, le respect démocratique là c'est pas ce mot-là qui est approprié. C'est un processus républicain si on veut, mais ce n'est pas purement démocratique parce que ce n'est pas la volonté du peuple qui a été représentée par le résultat de l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale. Ça, c'est pour commencer. Deuxièmement, c'est vrai que les gens ont la mémoire courte. Mais on n'oublie pas non plus que précédemment, il y avait 89 députés au Rassemblement national et qu'un bon nombre de fois, Emmanuel Macron, avec son gouvernement, pouvait compter sur les voix du Rassemblement national pour faire passer ces mesures. Parce que c'était juste et avec un certain nombre de personnes au centre, avec les LR et avec le Rassemblement national, ça passait. Et il y a beaucoup de lois qui sont passées ainsi. Donc je ne pense pas que le Rassemblement national soit particulièrement dans une opposition, d'autant plus que pour quelqu'un qui dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche, sa politique est plutôt plus orientée à droite qu'à gauche. Et je pense que ce que l'on a eu là, ce sont des tractations à l'image d'Emmanuel Macron, parce qu'on sait pertinemment à travers tout ce qui a déjà été dénoncé qu'il passe par des distributions de privilèges. Bon, mais ton département aura ci, ou bien on va t'attribuer ça, ou bien peut-être qu'on peut faire quelque chose pour le conseil régional d'où tu es issu, etc., etc. Et c'est comme ça que ça se passe avec la Macronie. Donc, sachant que le Rassemblement national a eu énormément de députés cette fois-ci, on est étonné, oui, parce que ce n'est pas représentatif du choix populaire. Mais on n'est pas étonné parce que les tractations de la part d'Emmanuel Macron en faisant de la connivence avec le Rassemblement national, ça fait partie du jeu, malheureusement. Monsieur le maire. Oui, ce qui est problématique, c'est que les Français ont voté. Et les Français ont voté pour que la politique qui est mise en œuvre change. Pour que la majorité présidentielle, qui est une majorité relative, change. Et elle a été battue. Elle a été battue aux élections européennes, elle a été battue aux élections législatives. Des 3 groupes, Nouveau Front Populaire, Rassemblement National et Macronie, c'est le plus petit. Et au final, à l'Assemblée nationale, le message qui est envoyé, c'est qu'on rien n'a bougé, qu'on rien n'a changé. On garde la même présidente et on garde la même majorité relative. Et donc, ce qui est vraiment problématique, et je pense que c'est beaucoup plus grave qu'on ne le pense, on a envoyé le message aux gens que leur choix, leur décision n'a pas eu d'impact. Or, ils ont très clairement dit qu'ils ne voulaient plus de cette majorité-là, de cette politique-là. Et donc, ça risque, d'être difficile de gouverner, mais pire que ça, et c'est là où pour moi c'est plus grave, c'est qu'on pousse les gens, comme ça, progressivement vers des décisions encore plus radicales. Encore plus radicales.
Et on risque de se retrouver avec une Assemblée nationale, cette fois-ci, avec une majorité absolue du côté du Rassemblement national. Et le plus grave encore, c'est que ce faisant, on discrédite la chose politique. On discrédite l'action publique. Et quand Fred dit c'est une élection démocratique, oui, c'est une élection démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de remise en cause du fait qu'il y ait eu coalition, tractation, etc. Il n'y a pas de remise en cause. Sauf que on aurait pu dire au peuple. On aurait pu dire au peuple dès le départ, comme le nouveau Front populaire a fait. On a bien vu, Michel dit ils sont unis hier soir. En réalité, le nouveau populaire n'est pas uni. D'accord? Mais les partis qui ne s'entendent pas forcément ont fait des concessions et se sont rassemblés. Et on dit au peuple, voilà ce qu'on vous propose. Là, on a fait autrement. On y est allé séparément. Et après, on frappe ensemble pour remporter la présidence de l'Assemblée. Et donc, pour constituer un groupe qui a une majorité relative plus faible et plus fragile que celle du groupe précédent et qui va remettre en œuvre la même politique que celle que le peuple a refusée. Je ne suis pas certain que si cette alliance-là avait été faite devant les électeurs et que la Macronie, parce que j'ai du mal à retenir les différents noms au fil du temps, que la Macronie, que la majorité du président de la République avait annoncé une alliance avec les Républicains d'entrée de jeu, je ne suis pas certain qu'il serait sorti premier par le choix du peuple. Et c'est là qu'il y a ce sentiment de déni de démocratie. Et c'est là qu'on génère chez les gens le sentiment que leur parole ne compte plus. Et c'est ça qui est préoccupant. Parce que Michel dit on aura en septembre, en juillet, en août, il va nommer son Premier ministre. Il ira pas le chercher au nouveau Front populaire. Bien sûr. Il ira le chercher dans cette nouvelle majorité. Exactement. Et donc, au final, tu auras le sentiment que rien n'a changé. Et qu'on a fait des élections et que ça n'a servi à rien. Le peuple s'est exprimé, mais ça n'a rien changé. Mais ça a changé beaucoup de choses dans la vie du Parlement. Ça a changé beaucoup de choses. Je parle de la vie des gens. Je parle de celui qui vote. Mais celui qui vote. Mais il y a beaucoup de gens qui ont voté pour... de droite qui ont voté pour des députés de la Mélenchonie. Hein. C'est-à-dire que le Front républicain, il a joué dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire, c'est pas seulement député Macron qui a voté, c'est-à-dire, oui, fin encore, qui était qu'à vu en l'eau là pour les Macron. Eh bien, c'est désistement, et le Front républicain qui permet d'être réélu, et bien là, valable pour tous les groupes, tous ces groupes-là. Donc, peuple là, même conscient aussi, que lui-même, il fait des choix, il votait pas des mondes de droite, alors qu'il pas d'accord avec les mondes de droite là, il votait pas monde de gauche, alors qu'il pas d'accord. Mais il votait pas Macron, alors qu'il pas d'accord avec lui. Peut-être aussi. N'empêche que, mais peut-être qu'il était préféré le Rassemblement national là. Ni monde qui a dit ça. Voilà. Donc, pour ça, parce que ni un monde n'a pas changé ça, il n'a pas été voté, je dis, il n'a pas voté Chirac. Face au Père Le Pen. Moi-même, je dit, quoi changer ça, Martinique. Donc, ni des gens aussi, des Mélenchonistes, qui votaient en 2022 au premier tour bas Mélenchon, et au deuxième tour, ils votaient bas Front National, qui fait le Front National, qui a fait autant voix à Martinique. En député, quand on est député du Sud de la Nilo, ils votent en motion de censure, et puis le Rassemblement national, et puis Kavini dit, moi, à des élections à présent, pas voter bas le Rassemblement national. Donc, la type un peu complexe qui nous a dit, et que, à l'heure qu'il est, là on y 3 blocs en disant l'Assemblée nationale, ou obligé de faire des compromis. Et la difficulté, c'est que front de gauche là, il y a une stratégie qui n'est pas claire non plus. Parce que les mélenchonistes ne pourront pas assumer le pouvoir là. Ce qui fait que y a joué tout le monde. Et moi, Sophia Chirikou, qui sont députés Mélenchon, il est très très proche de Jean-Luc Mélenchon. Je ne vais pas dire plus. On va voir chaque moment aller dans la presse française. Tant ça qui a écrit en les François Hollande. Le hollandisme, c'est comme les punaises de lit. Tu as employé les grands moyens pour t'en débarrasser, tu y as cru quelque temps et tu as repris une vie saine à gauche, mais en quelques semaines, ça gratte à nouveau et ça sort de partout. Il va falloir recommencer. Comment il y a un monde qui a dans l'alliance CPU qui a parlé comme ça d'un député, ancien président de la République. Donc, le peuple aussi qui a regardé ça. Hein. Bien. Alors, on passe à un autre sujet, puisqu'en fait, c'était aussi par rapport aux résultats, comment ils vont gouverner, et est-ce qu'on n'a pas un risque de motion, mais bon, c'est l'avenir qui nous dira.
Là, pour l'instant, Tu auras des motions de censure qui vont être présentées. Le président du Sénat, lui, il a dit c'est motion de censure sur motion de censure. Bon. Mais c'est surtout le décalage entre le vote populaire et le vote à l'Assemblée. Oui, c'est ça. C'est ça le Tout à gros fait. problème. Le Rassemblement national, c'est le premier parti de France. À lui tout seul, il y a 123 députés. Il y a presque 11 millions de voix. Donc, dans ces conditions, est-ce qu'on a dit que ces gens là pas compter non plus? C'est sa question aussi. Non, on ne peut pas dire C'est qu'il ne clair, compte pas. ouais. Mais par contre, je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'on mette Mélenchon partout, parce que même au sein de LFI, tout le monde n'est pas mélenchoniste. Hein. Il est qui parti, moi. Ah, non, mais au-delà de ceux qui sont partis, au-delà de ceux qui n'en sont Et plus. ils ont réussi à se faire élire. Mais, Bon, comme il s'est proposé Montbello, il dit pas t'es d'accord. mais non, même pas du au-delà, tout. Au contraire. même au-delà de ça, Non, au tout contraire. le monde n'est pas mélenchoniste. D'accord. Non, Bello. À LFI. À LFI, Alors, tout le monde n'est pas On mélenchoniste passe ça déjà. parce que Donc, tout le monde n'est pas ça macroniste. avance, il faut qu'on voit les autres sujets, alors, oui. le véritable rapport de force, Oui. moi, c'est le premier tour. Le premier tour des élections à l'Assemblée nationale, 200 voix pour André Chassaigne, Sébastien Chenu, RN, 142 voix, Yael Braun-Pivet, 124, Philippe Juvin, LR, 48, et puis Charles de Coursin, qui est de Lyotte, 18. Voilà le véritable rapport de force, c'est ça. Voilà les groupes présents à l'Assemblée nationale. Voilà les... Enfin, non. Ça, c'est les résultats des candidats présents Au premier tour. Il y a Au premier 11 tour, groupes. mais c'est ça. Il y a 11 groupes, l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est Ouais, ça. mais- Voilà l'équilibre. Voilà le rapport de force au premier tour. Alors, si nous passons au tour des Yoles, puisqu'on va profiter de la présence de M. le maire, le financement du tour des Yoles et économie générée durant cet événement sportif, est-ce que la ville de Fort-de-France tire profit de ça, M. le maire? Non, la ville ne tire pas particulièrement profit financier, tu veux dire. Oui, financier. Profit financier. Du Tour des Yoles, on paye l'étape, le fait d'accueillir le tour. On a une convention avec la Fédération des Yoles pour la commercialisation du domaine public. Et donc on tire une partie on tire une recette qu'on partage avec la Fédération des Yoles. Mais en face de cette recette, on met en œuvre des dépenses et des charges pour la sécurisation, pour l'organisation de la manifestation, qui rend l'opération, si on fait un bilan de l'opération, elle est déficitaire. Et si j'applique certaines je suis un peu têtu, hein. Si j'applique certaines directives qu'on cherche à me donner, ben je ne fais pas. Parce que c'est déficitaire. C'est ça. Alors qu'en réalité, c'est la culture martiniquaise. C'est comme pour le carnaval. Tu sais, la question m'a été posée, comment se fait-il que la ville dépense plus de 350 000 euros pour l'organisation du carnaval? Ben parce que c'est la réalité de notre culture. Et que si je ne l'aimais pas, il y a des problèmes de sécurité dans le carnaval, il y a des problèmes d'organisation, ça va. Donc, c'est une opération qui financièrement est déficitaire, mais c'est une opération qui participe au rayonnement de cette tradition martiniquaise. C'est une opération qui participe aussi, il faut dire les choses, hein, à l'animation, au rayonnement, au dynamisme de la ville. Et j'étais hier sur la savane et sur le front de mer, la foule était immense. Et ce sont des moments qui sont importants pour nous. Maintenant, le vrai problème, j'en ai discuté avec la présidente de la Fédération des Yoles et sur lequel il faut qu'on se mette là et qu'on travaille, c'est comment on finance le Tour des Yoles qui génère des profits, qui génère des flux financiers en dehors de la fédération, par les acteurs économiques qui en tirent un bénéfice, et c'est très bien qu'ils en tirent un bénéfice. Et aussi en dehors, plus grave encore, des yoleurs et des yoleuses qui, eux, font le spectacle. Tu viens de regarder, je suppose, moi j'ai pas, mais tu viens de regarder le championnat d'Europe. Bah, il y a des sommes considérables qui sont en jeu. Mais bon, les footballeurs, ils récupèrent quand même un petit peu. Hein. Alors que là, la fédération, elle est en difficulté financière. Les yoleurs, ils voient les maigres primes qui leur sont allouées, les voient quand ils les voient. Et donc, on a un problème structurel de financement. Et ce financement ne peut pas non plus s'appuyer exclusivement sur de la subvention. Et donc, il faut trouver le moyen de faire participer les acteurs économiques qui en tirent un bénéfice et un profit. Et donc là, il y a un vrai travail à faire avec tout le monde, avec les collectivités, mais aussi avec tout le monde, de façon à ce qu'on pérennise le financement du Tour des Yoles. On ne peut pas chaque année se poser la question, est-ce que le Tour aura lieu? Non, il faut arrêter ça. Alors Fred,
est-ce que, par exemple, on peut demander aux grands commerçants, on peut parler de Carrefour et les autres, hein, Mais on va regarder Leclerc. ces yoles-là, on va regarder ces yoles-là, Mais oui. c'est des sponsors privés, c'est ni de peut-être organismes publics qu'on laisse même, mais c'est des entreprises privées qui ont financé aussi ces yoles-là. Donc, et puis ces yoles-là. Donc, encore faut-il que ces entreprises-là n'aient le moyen d'y financer. Parce que c'est ça, peut-être que ni l'entreprise qui les finançait, mais ça a passé par l'amélioration des délais de paiement, pas la ville seulement, mais aussi la CTM. Si vous ne pouvez pas payer cette entreprise-là, et si vous ne pas payer intérêt moratoire, et si vous ne pas payer retenue garantie non plus, il y a ni du mal, peut-être. Tu vois, tu me dis ça. Oui. Tu vois, tu me dis ça. Oui. Lorsque tu prends les campagnes d'affichage à l'approche de l'arrivée du Tour des Yoles, c'est pas les entreprises qui travaillent avec la CTM qui ne sont pas payées, qui engagent de la recette. Il faut arrêter de tourner Mais le faut que les autres appellent ça financer, il faut y avoir l'argent pour financer. Si les autres là qui paniquent force les gros. Si les autres là, mais non, c'est vous qui interrompez. Ce ne sont pas les entreprises concernées qui tirent bénéfice du Tour des Yoles. Et c'est là que le truc est déséquilibré. Ce ne sont pas, tu regardes les campagnes d'affichage et tu vois bien qui tire un bénéfice de l'existence du Tour des Yoles. Oui. Et ces gens-là devraient pouvoir reverser une partie à l'organisation pour permettre justement l'organisation. Parce que oui, il y a des sponsors privés qui financent les associations, qui financent les yoles, mais qui finance l'organisation du tour, qui finance les charges liées à l'organisation du tour. Il y a plus d'1 million là, Ce sont 1 million à peu près de budget, ce sont les collectivités locales. Et c'est un modèle économique qui ne peut pas tenir. Fred. Donc, si on peut continuer, Didier, ça manque à nous, c'est qu'il peut y avoir plus d'entreprises qui ont contribué si on a une meilleure santé financière. Et que pour y une meilleure santé financière et une meilleure trésorerie, il faut que ces collectivités, et principalement la CTM, aimera profiter du présent parce qu'au président de la commission des finances de la CTM, pour dire que ça pour faire plus d'efforts pour payer ces entreprises-là qui, depuis juin de l'année passée, ou meilleur des factures qui ne sont pas payées. Ça, on peut dire oui. Contre 2 citoyens qui ont parlé. Mais moi, je peux dire aussi, comme président de la commission des finances, fait voter en ligne budgétaire pour payer les intérêts moratoires à ces entreprises-là. Et là, comme président de la commission des finances de la CTM, on peut aussi accélérer les processus de paiement des retenues de garantie. Donc, sans bagaille qui a fait que plus d'entreprises qui payent, plus que ni monde qui peut participer, pas forcément en même niveau que les grands commerçants martiniques, mais on peut battre en l'argent, par exemple, pour accompagner en yolet. Ne serait-ce qu'on peut faire en aide, et puis, c'est-à-dire ces graines dirigeables. Moi, je crois à ce genre de financement-là, c'est l'économie sociale et solidaire. En ce qui concerne maintenant, projet, moi-même, ça c'est un point de vue, comment émettre ici, mais moi, c'est un simple citoyen. Moi, je pense que pour les dépenses publiques-là, mais sans proposition, il faut créer un groupement d'intérêt public. C'est-à-dire que l'État, la CTM, les communes, par exemple, qui ont accueilli, qui ont fait groupement là, ça, il faut une autorisation de l'État pour faire ça. Nous avons mutualisé des sommes et nous avons qui ça nous peut financer, notamment des gros postes de dépenses, comme les postes de sécurité, que vous connaissez bien, c'est-à-dire tout ce qui est l'accueil des étapes. Ensuite, ça m'a dit aussi, c'est que je n'ai pas tiré ça dans le chapeau, moi cherché. Ça qui a passé sur le financement des événements sportifs, ni certaines collectivités qui font ça. Et il fait aussi pour faire formation. C'est-à-dire, on peut émarger, et puis groupement d'intérêt public là, pour trapper fonds européens. Et là, comme on l'a aussi, en tant que président de la commission des finances de la CTM, je suis assez surpris de dire que c'est 25% seulement des fonds européens que la CTM mobilisait pour l'année 2023. Moi, je lis ça en disant compte administratif là. Donc, si les privés disent des bagailles à faire, le public peut faire un lot bagaille pour mutualiser les fonds et aller chercher les fonds disponibles et associer l'État en disant ça. Et il faut peut-être accompagner aussi les privés pour y créer en forme. Mais ça, tu sais, c'est pas. Moi, pas inventé ça. Moi, pas inventé ça. C'est parce que moi, aller chercher. Pour ça qu'a fait dans d'autres régions, on peut faire un groupement d'intérêt économique. Oui. Et puis ces acteurs-là. Et donc le message est toujours de dire. Le message est toujours de dire. Bon. La puissance publique doit financer pour permettre à la puissance économique de tirer le maximum de profit. Et c'est là qu'on est sur des schémas décalés. Le mien est de dire la puissance économique qui tire en profit. Mais tu veux savoir? Je vais te dire quelque chose. La loi a été votée depuis 2016
Lorsque tu utilises le domaine public, c'est-à-dire le bien commun, il n'est plus question de te facturer simplement au mètre carré, mais il est question maintenant de te facturer également un pourcentage du chiffre d'affaires que tu tires. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que tu ne peux pas utiliser le bien commun pour réaliser du profit à ton compte personnel d'acteur privé. Tu dois donc verser une partie du chiffre d'affaires, pas du bénéfice, du chiffre d'affaires. Ton raisonnement consiste à dire, les collectivités organisées, vous faites un mouvement d'intérêt public, les 30 000 euros que je verse pour accueillir l'étape sont les 30 000 euros que je verse. On va les mutualiser, ça va faire 300 000 euros pour 10 villes arrivées, mais ça fera toujours 300 000 euros. Comment tu arrives à 1 million? Tu me dis, va chercher des subventions, va chercher des fonds européens. En gros, va chercher du fonds public. Je dis qu'un certain nombre d'acteurs économiques, et pas des moindres, tirent un bénéfice, tirent un profit, non pas pour le coût de leur activité, mais de l'activité et de l'investissement d'une association, la Fédération des Yoles Rondes, et d'associations sportives qui portent chacune des yoles. Et que donc, l'équité, oui, la puissance publique peut améliorer son niveau de financement et son intervention. Mais, ça ne peut pas rester que l'affaire de la puissance publique. Et quand tu regardes, puisque tu vas chercher, quand tu regardes l'organisation de grosses manifestations, tu regardes l'organisation du championnat d'Europe, tu regardes l'organisation du Tour cycliste de France, pour les gens qui regardent le Tour cycliste de France, tu te rends bien compte que la part de financement qui n'est pas issue de la puissance publique est beaucoup plus importante. Notre travail consiste à se dire comment on sort de financement exclusivement puissance publique. Parce que justement, quand tu me parles des délais de paiement, quand tu me parles des niveaux d'intervention, quand tu me parles de la prise en charge des dépenses des entreprises, mais ça se fait toujours avec la même somme. Ça se fait toujours avec la même somme. Tu me parles des finances de la CTM, il faut qu'on garde présent à l'esprit que le budget de fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, c'est 1,80 milliard d'euros. 1,80 milliard d'euros. 960 millions sont fléchés et affectés. Ça veut dire qu'il te reste en clair 120, 130 millions pour tout le reste. Pour faire ce que tu as à faire. Il y a d'autres sources. Comment vous faites? Il y a d'autres sources. raisonner, excusez-moi, on va bien reprendre. Parce que... Mais c'est bien sûr. Et pour tu sortir 330 millions de crédits non utilisés en 2023. Je te répète. 330 millions de crédits sans affectation. Je te répète que le budget de fonctionnement de la collectivité, les recettes, tout à l'heure là j'entendais beaucoup de leçons sur les finances de la ville de Fort-de-France, sur les difficultés financières de la ville de Fort-de-France. Je n'irai pas dire que Michel a laissé, en tant que responsable des finances de la CTM, qu'il a laissé quand même 250 millions de factures. C'est plus que vrai. C'est pas vrai. C'est plus que vrai. Non, c'est plus que vrai. Au président, mais justement, c'est plus EDF. Au président, non, pas un exemple comme ça. Pas moins en liste d'entreprises et puis des chiffres qui ont représenté 230 millions d'euros. Ce n'est pas vrai, Didier. Ce n'est pas vrai. C'est une réalité. Bon. Lorsque tu as un budget de 1,80 milliard d'euros, tout à l'heure là on m'expliquait que pour pouvoir rembourser mes emprunts, pour financer mes investissements à la ville de Fort-de-France, il faut que mes recettes soient supérieures à mes dépenses. On m'a expliqué que si je n'augmente pas les recettes, il faut diminuer les dépenses. Mais je te dis que les recettes à la CTM, c'est 1,80 milliard d'euros. 960 millions sont des dépenses obligatoires. Donc, quand tu fais 1,80 milliard... Des recettes de fonctionnement, tu parles? Oui, mais bien sûr. Mais il faut parler aussi des recettes d'investissement. Mais Fred, on parle de Ford. Le président de la commission des finances, pas nous sur Star. C'est avec de l'investissement. Non, c'est avec de l'investissement que tu vas subventionner le tout d'ailleurs. C'est avec des fonds d'investissement. C'est avec des fonds d'investissement. Messieurs, s'il vous plaît. C'est avec des fonds d'investissement que tu vas financer le tout d'ailleurs. Donc tu te rends bien compte que c'est sur ton budget de fonctionnement. Alors, arrête de nous raconter des histoires. Messieurs, s'il vous plaît, là aujourd'hui on parle de Fort-de-France et des yoles de Fort-de-France. Les yoles ne sont pas arrivés à la CDM, qui était la CTM là hier. Michel, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Non, il est certain que... Mais c'est la CTM, la CTM liée. Moi, je ne pas de la CTM, non. Non, faut pas dire ça, Didier. Ça m'a fait de la CTM, c'est payé sans entreprise. Moi, pas d'ailleurs. On va pas ni pièce bac kamene, ni EPU, ni EPI président, ni personne. Ça m'a commandé, c'est que appliquer les règles de paiement
parce que même moi, mon travail, au cabane l'argent à la fin du mois, entreprise là, il faut que vous payiez. Bon, on est revenu sur la CTM et les délais de paiement de la CTM. Non, mais on parle du tour de Yol. Mais ça, revenons-y, s'il te plaît. Alors, moi j'ai lu avec intérêt un article très intéressant de Constantine qui rend compte d'une étude qui a été faite. Bon, et j'en ai eu connaissance d'ailleurs. Tu as parlé de quand j'étais président à ta place, quand j'étais président de la commission des finances. Effectivement, une étude qui a été réalisée par l'université, la chambre de commerce, le centre de droit et d'économie du sport affilié à l'université de Limoges, et qui en gros dit que les retombées du Tour des Halles, c'est 10 millions. J'avais dit ici 20 millions, je m'étais aligné sur le chiffre qui avait été donné par Tavernier, 10 millions. Bon, alors, je vous épargne le reste. Bon, il dit, il y a 447 restaurants, etc., etc. Il fait un détail. La problématique... Ça, ce sont les chiffres de 2017, hein? Oui, 2017. On est en 2024. Bon, oui, mais le problème, il faut ajouter en gros l'inflation. On est sur des logiques totalement différentes, c'est tout. Bon. Les chiffres sont très différents. Il faut ajouter l'inflation à raison de 1,5 à 2% par an. Bon. Ça, c'était avant. Par an. Il y a 5-6% actuellement. Bon, mais peu importe. On a un ordre de grandeur. On a un ordre de grandeur. Bon. Admettons que ça fasse 15 millions, que ça fasse 20 millions. Bon. Mais avec 10 millions de quoi faire. On attend 20 millions de chiffre d'affaires suite au Tour des Halles. Donc, c'est quand même assez important. Le problème est le suivant, c'est comment faire en sorte que les gens qui tirent parti, ce que disait tout à l'heure Monsieur le maire, ceux qui tirent parti des retombées financières du Tour des Halles puissent participer. Et c'est ça le problème. Un minimum, pas financer tout, mais un minimum. Alors, mais quelles sont ces personnes-là qui tirent parti? Est-ce qu'on peut nommer les gens qui tirent parti? Non. Bon, ce sont des entreprises. Mais il suffit de te proposer pour la France. Tu regardes Desperados, tu regardes la publicité tu regardes DJ, de Jean-Flore, tu regardes la publicité de la BLON, tu sais très bien. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que de l'alcool, il ne faut pas non plus. Bon, et puis il y a un nouveau rhum, Bro. Le rhum le plus au sud de la Martinique. Bon, tu regardes la publicité, bon, c'est pas par hasard. Ce sont les campagnes 4 par 3. Tu es en train de parler des campagnes 4 par 3 là. Ben les grandes affiches. Okay. Bon, mais pas que. Il y a des et puis tu as les restaurants, tu as les cars, tu as les hôtels, etc. Bon, il y a tout un détail de gens qui tirent parti de cette activité et qu'il faudrait trouver le moyen de faire participer au financement du Tour des Halles. Parce que le Tour des Halles, effectivement, a des retombées économiques importantes. Voilà. J'ai une question. Comment on fait pour les cibler? Alors, c'est la question qui est posée. Alors, parce que quand, par exemple, les gens prennent un Airbnb, comment on fait pour justifier que ce soit dans le cadre du Tour des Halles que les gens ont loué? Bien. Donc, il y a un travail encore à faire. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps... Il y a quand même des entreprises qui sont... il y a quand même des entreprises qui sont identifiables. Qui sont identifiables. Il y a quand même des variations du chiffre d'affaires de certains nombres d'entreprises en fonction de la période. Donc, il y a des moyens d'identifier et d'amener, parce qu'en fait, le Tour des Halles, c'est un événement proprement martiniquais. Donc, c'est pas forcément d'amener par la contrainte et par la taxe ou quoi, mais d'amener des acteurs qui en tirent un profit conséquent à participer au financement de la manifestation. Parce qu'au final, il n'y a pas de Tour des Halles, on a vécu une absence de Tour des Halles pendant la période Covid. Au final, il n'y a pas de Tour des Halles et l'impact sur leur activité, sur leur chiffre d'affaires, il est réel, il est conséquent, il est visible. Donc il y a à mettre tout le monde autour de la table et à construire des modalités de financement, y compris par le biais de fondations. C'est une association que vous venez financer, donc il y a des mécanismes de réduction d'impôts qui sont associés. Donc il y a à mettre tout le monde autour de la table pour construire un modèle qui permette, y compris d'exploiter, de faire payer des tickets. Tu finances Martinique Première
diffuser le Tour d'Eole. Ailleurs, tu payes si tu veux filmer le Tour d'Eole. Il y a un truc qui ne va pas. Et donc, il y a à mettre tout ce petit monde autour de la table pour trouver des modalités de financement qui n'excluent pas les collectivités locales, mais qui permet de mieux pérenniser le financement du Tour d'Eole. Aller chercher des subventions européennes. Ok, aller chercher de l'argent public. Mais l'argent public, il sort d'où? Non, mais est-ce que ça a déjà été discuté il sort de la à la poche de 7e? contribuable. Est-ce que ça a déjà été discuté à la 7e? Ils sont de la poche de contribuable, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Alors, on passe au sujet suivant, s'il vous plaît, rapidement, puisque là encore, il y a 2 autres sujets. Alors, la rupture entre le PPM et le Parti Socialiste. Qui veut dire 2 mots sur ça sans faire... D'où tu sors qu'il y a une rupture? Ben, c'est ce qu'on m'a donné dans le sommaire du 18 juillet, c'est ça. Non, mais j'ai lu la lettre du président. J'ai lu la lettre du président. Non, mais j'ai lu la lettre du président qui a écrit à fort. Donc j'ai bien compris. Donc c'est une rupture. C'est une rupture, mais tu prends acte d'une situation. Hein. Dans la réalité, les choses, elles sont simples et claires. Tu as un parti politique, le Parti progressiste martiniquais, qui est en relation depuis une cinquantaine d'années. Des décennies. Ben oui, depuis des décennies. Mais siégeait au groupe socialiste. Une cinquantaine d'années, j'ai vu. Depuis des décennies, avec un autre parti politique, ce sont 2 partis politiques, libres et indépendants. Le Parti socialiste, d'accord, qui a son organisation, nous on a notre organisation. Très bien. Donc il y a une relation de compagnonnage et de partenariat et de travail commun depuis des décennies. Et aujourd'hui, nous constatons que ce parti politique présente un candidat face à un député sortant présenté par notre parti politique sur la même circonscription. Et qu'il soutenait. Le Parti Socialiste avait écrit qui soutenait, tu peux te poser la question du soutien. Je suis désolé, hein, demain matin, le Parti progressiste martiniquais, on essaie de noyer le truc. Demain matin, le Parti progressiste martiniquais vient présenter un candidat à la mairie d'un des alliés du Parti progressiste martiniquais. Ce sera perçu comme une agression et comme une rupture des relations entre les 2 partis. Ben, tu prends acte de cette réalité que le Parti socialiste français, dont le patron, le premier secrétaire est Olivier Faure, a pris la décision de rompre ses relations, en tout cas a pris le risque de rompre ses relations avec le Parti progressiste martiniquais. Donc nous prendrons nos responsabilités aussi, tout simplement. Bien. Donc ce n'est pas une affaire. Ben, c'est pas une affaire, c'est un long cheminement, c'est un long... ce sont des valeurs partagées, ce sont des combats partagés face à la droite entre le Parti progressiste martiniquais et le Parti socialiste. Toute chose a une fin. Ok. Messieurs, dames. Moi, je veux bien... Vas-y, lance-toi. Bon, alors moi, Parce que... il est chaud. Attends, on laisse Karine et puis après Michel. Vas-y. Non, mais moi, ce qui m'interpelle... Approche-toi du micro. Pardon. Ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que oui, il y a eu une collaboration avec le Parti socialiste qui aurait dû être respectée, certes, mais en quelque part, elle était quand même elle est la référente du Parti socialiste en Martinique. Donc, elle a quand même une légitimité, et c'est là que ça pose problème. Une légitimité à quoi? Il fallait que ça se discute avant les élections. C'était un peu précipité avec la dissolution. C'était précipité. Mais non. Vous êtes au rang de collaborateur, certes depuis longtemps, certes avec beaucoup d'antécédents, d'accord, mais elle est la référente du Parti socialiste en Martinique, donc elle a une légitimité factuelle qui... Et que je ne conteste pas la légitimité de quelques citoyens que ce soit de se présenter aux élections. Mais quand le Parti socialiste, c'est pour ça que c'est délicat. Non, c'est pas délicat. Quand le Parti socialiste, avec son premier secrétaire, vient voir le président du PPM que je suis le 22 mai pour demander au PPM son soutien dans le cadre des élections européennes. Ça, c'est vrai. D'accord. Beaucoup. Et que 3 semaines après, le même Parti socialiste présente un candidat face au candidat investi par le Parti progressiste martiniquais, candidat sortant. On n'est pas sur une circonscription qu'on va conquérir. Quand ce même Parti socialiste dit, signe un pacte dans lequel il dit il n'y a pas de candidat du nouveau Front populaire face au candidat sortant
permettant justement de faciliter la lutte contre l'élection de députés Front National. Et que ce même Parti socialiste ne respecte pas cet engagement vis-à-vis du Parti progressiste martiniquais, ça veut dire concrètement qu'il considère que nous ne sommes pas des partenaires. Ben, on prend acte de ceux qui considèrent que nous ne sommes pas des partenaires. Mais il y a une différence entre partenaire et puis personne du parti même. C'est ça que je veux dire. Mais le pacte signé par le nouveau Front populaire, c'est que un candidat d'un parti du nouveau Front populaire ne se présente pas contre un député sortant du nouveau Front populaire. J'ai bien compris. Ça voudrait dire qu'elle a désobéi au PS. Je ne sais pas. Je ne peux pas aller dans les affaires internes du PS. Mais pour ne trahir aucune conversation, le cas s'est présenté sur 5 circonscriptions pour le Parti socialiste. Le cas s'est présenté sur 5 circonscriptions. 4 sur le territoire français et 1 sur le territoire martiniquais. D'accord? Donc, 1 en Outre-mer et 4 sur le territoire français. Et le Parti socialiste a signé un communiqué de la main de son secrétaire général pour dire qu'il dénonçait le maintien de la candidature d'un de ses membres face à un député sortant, membre du nouveau Front populaire. Donc, ça veut dire concrètement qu'il ne l'a pas fait concernant la Martinique. Donc, ça veut dire que le Parti socialiste considère que le Parti progressiste martiniquais n'est pas un partenaire. Donc, voilà. OK, pas de souci. Michel? Bon, alors... Pourquoi on va aller chercher plus loin? Ça veut dire qu'ils ont décidé de casser une relation de valeur je me suis délecté depuis longtemps. Je me suis délecté... Ah, je n'en doute pas une seconde. J'ai lu la lettre de M. Letchimy, militant du Parti progressiste martiniquais et président du conseil exécutif. Bon. Alors, je ne vais pas entrer dans la forme, mais enfin dans la forme, militant du Parti progressiste. C'est vrai, il n'est plus président du conseil exécutif, il n'a pas dû mettre ça. Bon. Mais ce qui m'a frappé, c'est pas ça. C'est la violence des termes. La virulence des termes. Et on a l'impression que c'est un coup de colère. Alors, je lis un extrait. En revanche, vous, monsieur le premier secrétaire, ça s'adresse à Olivier Faure du Parti socialiste français, vous avez insulté le travail accompli. Vous avez insulté sa durée historique. Vous avez insulté, dans le même temps, les principes élémentaires de la rigueur, du respect et de l'amitié. Mais plus grave encore, vous avez bafoué ce que le plus précieux pour un progressiste autonomiste comme moi, le droit à l'initiative politique, etc., etc. Et conclusion, bon, je ne dis pas tout ça. Conclusion, c'est pourquoi? Pour éviter toute contamination. Tu vois, Bouglani en maladie, hein? Avec l'absence d'éthique qui manifestement vous anime, je mets fin à toute collaboration avec les socialistes français. On a l'impression que on voudrait refaire une réédition de la fameuse lettre à Maurice Thorez. Alors, c'est une diversion. Parce que le problème qui est posé, c'est pas ça. Le problème qui est posé, c'est qu'une candidate peu connue, inconnue, qui a eu de la notoriété grâce à nous d'ailleurs. donc pas peu connue. Bon. Elle occupait la place que vous occupez, madame. Aïe, aïe, aïe. Problème. Problème. Cette candidate a pu obtenir le report des voix de Francis Carole et d'autres candidats d'Espagne, etc. Et a même atteint les 10 000 voix. C'est ça le problème. La véritable question, bon, je ne vais pas être à la place du Parti progressiste martiniquais, mais la véritable question, c'est pourquoi? Pourquoi? Bon. Alors, c'est vrai que le geste du Parti socialiste français est inamical, mais ça fait longtemps.
depuis Césaire, que le Parti progressiste martiniquais a une alliance avec le Parti socialiste, une alliance d'ailleurs avec un parti qui fondamentalement est assimilationniste. C'est ça mon problème, moi. Mais Avec un parti... Mais oui, le vrai problème, c'est ça. C'est un parti... Quand il dit autonomiste, je suis d'accord. Vous avez bafoué ce qu'elle lui prêchait pour un progressiste autonomiste comme moi. Mais oui. Mais c'est pourquoi il n'est pas autonomiste. non, hein. mais il estime que c'est une trahison de la part du Parti socialiste. Non. Le Parti socialiste n'a jamais été autonomiste. C'est ça le problème. Le Parti socialiste est jacobin. C'est même. Mélenchon et lui, son frère jumeau. Si je comprends. Le socialiste. Et c'est un socialiste, trotskiste. Bien. Il ne faut pas oublier que Mélenchon. Là, parce que c'est lui qui met le sujet sur la table. Il ne m'interpelle pas sur le résultat des élections, il m'interpelle sur la lettre de Serge Letchimy. Oui, c'est ça. Mais là, Michel a raison. Moi, je dis que Le vrai problème, et c'est le travail qu'on a entamé, c'est les explications et les raisons. Parce qu'on a Alors, j'ai un deuxième document. On a toujours l'impression qu'on a une cause. Tu prends les résultats aux élections législatives françaises, si tu l'analyses à travers une cause, tu vas te tromper. Il n'y a pas une cause qui conduit à un résultat. Il y a une diversité de causes. J'ai l'habitude de dire, chaque erreur n'est pas mortelle. Mais aligner chacune des erreurs l'une après l'autre finit par te tuer. Voilà. Donc il faut, et c'est le travail qu'on a commencé à faire. Il y a un article faut de justice. les analyser, les regarder, les prioriser, s'y attaquer et avoir un plan d'action. Il faut aussi rassembler les gens. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Mais un des éléments, c'est aussi la relation avec le parti. Un des enseignements à tirer, c'est ta relation avec le Parti socialiste français, qui, sur le coup, Michel n'a pas fondamentalement tort, ne sont pas les plus autonomistes qui soient. Bien. Mais ceci dit, c'est un vieux problème. Mais rapidement, Michel Basson, on a déjà mis J'ai la parlé lumière. On a déjà mis la lumière pour dire qu'on va éteindre la lumière. Une phrase. Oui, vas-y. Une phrase. C'est un vieux problème. Je l'ai déjà évoqué ici. C'est pourquoi il faut changer cette constitution. Il faut que la constitution française reprenne le préambule de la constitution de 1946, que la mission de la France, c'est l'émancipation des peuples d'outre-mer, qui nous reconnaissent que nous sommes des peuples et non pas des populations. Voilà. Ça n'arrivera pas de sitôt. Oui, On a du travail à faire avant. C'est pas une phrase, c'est pas. Non, c'est par rapport à... Émission t'as là, oui, bande Grégory, un petit chance. Ah non, c'est une émission spéciale. Parce que, oui, il faut que c'est qu'elle fasse. Oui, il faut. Et les deux nouveaux chroniqueurs là, qui fait peut-être exploser Audimat le kiosque, parce que et Karine là, mais il est aussi président le Parti progressiste. Et peut-être fallait faire une émission. En fait, je l'avais invité comme... Oui, le maire de Fort-de-France. Oui, mais où ça, c'est dans des pays où on y toutes plusieurs casquettes. Bon, et d'accord. déjà, il dit un ben important, il dit la succession d'erreurs peut être fatale, mais dernier l'erreur qu'on l'État, il peut conduire en forme de disparition. Donc, et ça, c'est ça l'erreur fondamentale que Serge Letchimy fait en écrivant l'État là. C'est-à-dire en choisissant en méthode violente et en lettres pour rompre, et puis en partie qu'il y a ni des liens depuis 50 ans. Serge Letchimy. Attends, Et c'est justement, c'est ça, parce que pour moi, c'est où qui était pour signer lettre là en tant que président parti. Et je vais constater que président conseil exécutif là, il a bacoué des prérogatives, il a signé en tant que militant. Comment il y a un militant dit en parti, peut dire en parti que Césaire nous en alliance et puis malgré le moratoire. C'est-à-dire, autant moi je pense que le moratoire c'est un bail qui était important et le bienvenu, autant l'État m'a pensé que c'est une erreur qui est fatale au PPM. Et fatal dans quel sens? parce qu'il a un déclin, c'est-à-dire que Didier Gadou, ça là,
mais ils n'ont pas jamais compris qu'ils ont perdu l'élection. C'est surtout ça. Parce que si ils ont compris qu'ils ont perdu l'élection, ils ont mis en autre stratégie vis-à-vis du PS. Ils ont dit électeurs, attention, monsieur qui avait un candidat contre nous, je vais des autres mobiliser comme ça pour nous défendre l'une partie. C'est pas ça qu'il fait. Il y a tant de résultats parce qu'il est surpris. Mais je dis ça parce que Didier là, et personne ne peut mettre en cause, en tout cas pas moins, intelligence ni capacité de travail Didier. Mais il y a dans une situation que Serge Letchimy mettait, qui est intenable. Il mettait le président parti, il mettait le président de la commission des finances, la CTM, il te le mettait le président du conseil de surveillance du port de Fort-de-France. Attends, c'est-à-dire qu'il a mis en pression en les camarades là, que camarades là ne peut pas. Mais ce sont les gens du parti qui ont voté pour lui. Oui, bien sûr, c'est les gens du parti qui ont voté pour lui. Mais ça m'a dit c'est que je dis, c'est lui qui a porté chapeau. Et qui chapeau? Parce que je pense que ici, nous n'y que ce n'est pas Didier la guerre que le peuple a rejeté comme maire de Fort-de-France, c'est principalement politique là que le président du conseil exécutif là a mené. C'est une opinion comme Macabor. Vous savez, ici, nous avons débattre librement et entre Martinique. C'est opinion, Macabor. Parce que les gens sont sur le terrain aussi, je ne parle pas des gens. Et les gens, ouais, puissance de rejet, je dis, il faut que les commandes là, les vécoyos. Et Didier, je dis ça. D'où fait ça bien? Pas de hasard que c'est lui qui l'a aujourd'hui. Il a trouvé quoi? Il hasard la victime de l'absence de stratégie. Parce que je vais répéter, l'État m'a rentré dans les détails, c'est un erreur monumental d'écrire ça dans le contexte là, surtout dans lequel nous sommes. C'est une autre manière d'y rompre et puis partir là, que vous avez dit, sur ni des Roland, mais l'État insultante pour un monde qui est candidat quand même pour être Premier ministre de la France. Et je il faut que nous fassions attention, je ça Didier. Parce que moi-même, j'étais surpris, les mots que les forces de gauche coalisées proposaient Huguette Bello comme Premier ministre. Je dis que si nous continuons et on connaît position, fait l'oléreta là, nous risquons d'être marginalisés. Parce que, hélas pour nous, nous ne sommes pas ni ministre, c'est la Guadeloupe clapée, on connaît position, moi. On connaît position. Et la position, tu as montré, comment ça important, perception que les forces politiques françaises, ni les élus politiques des Outre-mer. Et je vais répéter, si vous voulez faire une émission, Serge Letchimy fait un erreur monumental, les écrits l'État là. Je ne suis pas d'accord avec toi. Bien sûr. Karine, deux mots sur ça. Tu as parlé déjà sur ça, Michel, je crois. Oui, il a déjà parlé. Il a parlé sur ça, donc rapidement, il faut qu'on oui, je pense qu'il a dû écrire ça à chaud. Et je pense que c'est une erreur stratégique aussi. Un coup de colère. Et qu'il n'avait peut-être pas la légitimité pour le faire en tant que militant. Parce que là, on ne sait pas qui ça engage. On ne sait pas si ça engage tout le PPM. On ne sait pas. Voilà, oui, tout à fait. Le président du PPM va te répondre. Tout à fait. Mais en tout cas, quand on lit la lettre, quand on est seul derrière son téléphone et qu'on lit la lettre, ça laisse plein de points d'interrogation et on se demande quelle mouche l'a piqué. Alors, Serge Letchimy, militant du Parti progressiste martiniquais, le comité national s'est réuni, a examiné. On a mis en place une méthode de travail pour justement examiner l'ensemble des causes de la façon la plus exhaustive possible et pour rassembler la famille progressiste. Et on s'est fixé un calendrier avec un séminaire en septembre, etc. Mais on a aussi regardé le comportement du Parti socialiste vis-à-vis du Parti progressiste martiniquais. Et on a tiré la conclusion que on ne peut pas continuer à avoir des relations avec un parti qui est partenaire, qui vient nous chercher lorsqu'il a besoin de soutien et qui ensuite envoie un candidat en face de nous. Donc pourquoi vous n'avez pas signé la lettre alors? Donc les choses sont claires. Le comité national s'est réuni mardi soir. Parce que je prends toujours le temps de faire les choses. J'ai rencontré les militants le lundi qui a suivi les élections. On a discuté comme on sait faire au Parti progressiste martiniquais, donc avec passion, parce que nous sommes passionnés par ce que nous faisons. Et j'ai ensuite convoqué un comité national mardi pour que le comité national puisse discuter aussi et se positionner. Donc sur ça, il n'y a pas de difficulté. Mais il faut aussi voir que Serge Letchimy, lui, en tant que
militant du Parti progressiste martiniquais, mais aussi en tant que président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique, ben, il est sollicité, il reçoit des délégations. Oui, mais c'est pas en tant que président de la CTM qu'il peut signer un tel courrier. C'est en tant que président de la CTM qu'une délégation sénatoriale socialiste est venue le rencontrer. Ils ont rencontré le maire de Fort-de-France. Ils n'ont pas demandé à rencontrer Mais vous n'avez pas participé Ils n'ont pas demandé à rencontrer le président du PPM. PPM. Non, ils n'ont pas demandé à rencontrer le président du PPM. Ils ont demandé à rencontrer le maire de Fort-de-France. Et je les ai reçus dans mon bureau. Donc je les reçois en tant que maire. J'ai reçu une délégation de députés socialistes. C'est bizarre, ils sont venus quelque temps avant les élections européennes. On peut se poser la question de pourquoi. Ils ont là encore demandé à rencontrer le maire de Fort-de-France, pas le président du Parti progressiste martiniquais. Et j'ai reçu, par contre, en tant que président du parti, j'ai reçu Olivier Faure. Et je l'ai reçu cette fois-ci au siège le 22 mai, après sa participation à la célébration du parti de la libération martiniquaise. Donc lui, en tant que président de la collectivité, qui reçoit et qui est sollicité par des délégations socialistes, il envoie le message qu'il ne recevra plus de délégations socialistes. Ça me paraît pas... je peux très bien décider en tant que maire. C'est parce qu'on comprend dans son courrier. Demain matin. C'est parce qu'on comprend dans son courrier. Dans son courrier, il ne dit pas « je ne recevrai plus en tant que président de la CTM ». Je romps avec le Parti socialiste, donc je ne vous recevrai plus. Demain matin, je reçois une demande. Il a parlé du PPM dedans, donc il engage la responsabilité du PPM dedans. Non, et si vous n'avez... Mais c'est marqué militant du PPM. Mais c'est un militant du PPM, non? Bien. Il ne va pas marquer militant d'autre chose, c'est un militant du PPM. Si le comité national... La neutralité est bien défendue, mais elle n'est pas crédible, malheureusement. Si le président, si le comité national du parti il voulait poursuivre ses relations intimes avec le Parti socialiste, il aurait pris la décision de poursuivre ses relations avec le Parti socialiste. Donc, il n'y a pas de... Un dernier mot pour finir, Michel, sur ça. Oui, bon. Donc là, c'est quand même... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas encore bien compris toutes les réponses là, mais le Parti socialiste a quand même mal agi en mettant un candidat face à un genre. Oui ou non? Je pose la question. Tu veux me faire Comme il est Michel, puisqu'il m'a dévoté bail. Tu veux me faire prendre position sauf que... Non, je ne te demande pas par rapport au genre. C'est son droit. Sauf que tous ces candidats étaient qu'à aller siéger puis le nouveau Front populaire. Et mon rapport, c'est que Didier passe dans la bagaille là, mais que tous ces candidats. Mais non, on va pas s'aller, puisque moi, il est de la NUPES. Il est du nouveau Front populaire. Donc ça veut dire qu'ils ont présenté un candidat contre un membre du nouveau Front populaire. Et on arrête, s'il te plaît, vas-y. Le Parti socialiste a agi en tant que membre du nouveau Front populaire et a désigné son candidat et considère que le Parti progressiste martiniquais n'a aucune existence politique. C'est ce que ça veut dire. Et je pense que la meilleure réaction que nous, Martiniquais, autonomistes, partisans d'avancer vers la souveraineté nationale martiniquaise. Parce que pour moi, le Parti communiste martiniquais, l'autonomie, c'est une étape vers la souveraineté. Yeah. Bon, eh bien, nous avons à prendre nous avons fait ce travail avec le Parti communiste français. Le Parti communiste. C'est pour ça que tu soutiens tous les candidats du Parti communiste français chaque fois qu'ils se présentent et que tu n'as jamais soutenu un autre candidat qu'un candidat du Parti communiste lorsqu'il y a un candidat communiste français a fait un colloque l'an dernier sur l'avenir de la Martinique et l'avenir de l'outre-mer. Il a reconnu que nous sommes des peuples. Et c'est ça qui est important. Évidemment, c'est ça. Il a même... Fabien Roussel a même dit « Nous avons pris du retard. » Bien. Nous avons pris du retard dans l'évaluation... C'est vrai que nous sommes en retard, ça fait... Dans l'évaluation de la situation des peuples d'outre-mer. Pas mettre de nous. Ok. Nous avons pris du retard. En tout cas, merci à tous les quatre. Ça a été un kiosque assez mouvementé. On a l'habitude d'avoir un kiosque aussi mouvementé. C'est pas votre présence, monsieur le maire. Mouvementé. Non, c'était animé, voilà. Je dis mouvementé, animé. En tout cas, merci à tous les quatre. Merci à toi. C'est la première fois que tu participes à un kiosque, je crois.
Non. Non. Non, Ça je t'est crois que déjà c'est la arrivé. deuxième ou la troisième Et fois. ça te donne envie de revenir? Absolument. Merci à tous les quatre. C'est Je tout vous pas les souhaite- mission. C'est un petit maniaque qui a agressé. Ah, non, pas agresser personne, pas dit ça. Non, non, non. Mon cas, ma conviction, moi, et tranquillement, moi, pas. Mais ça ne me fait pas peur, hein. Je suis une ancienne judocate, Donc voilà, donc, mon zappé. je Dieu a dit ça, mon sais- zappé. non, Donc, mais- c'est pas agresser, mon cas, agresser. Le judoka, c'est Bon, utiliser bon tour d'ailleurs. la force de l'adversaire. Bon tour d'éole, bon week-end et bon tour d'éole à tous les quatre et à vous, chez vous qui Pour nous ceux qui suivez. ont Merci beaucoup. Demain, il y a Voilà. une Et étape, puis une pensée importante. aussi pour Hervé Pinto, Oui, il y avait une manifestation Ce pour matin. lui ce matin. Et on ne devrait pas laisser faire ce genre d'injustice-là en Martinique parce que l'injustice que vit Hervé Pinto, c'est l'injustice pour tous les Martiniquais. Donc réveillez-nous. Oui, mais la justice Réveillez-vous. condamnée aussi, hein, parce que si on met encore justice là, chaque fois qu'il n'y a pas de bon résultat, mais on peut aller devant pour faire demande là, Là, on là, il y a un problème aussi. on est en train d'entamer notre caucus là. Il est l'heure. Merci Il y a un beaucoup. sujet, là. Merci à Grégory. Merci n'empêche que à ça passe Martine pas et merci à vous forcément. chez vous. Non. Bon Non, week-end ça place et n'est bon pas tour en d'éole. Bon Là, tour c'est pas d'éole. forcément.